Salut tout le monde et bienvenue au spécial du gérant. Toujours une présentation de mes amis du bar le Midway à côté du Club Soda ainsi que le Marion et le Miller à Tateken et sur Ontario. Je vous en parle de toute façon un peu plus tard. Mon invité, très heureux, Patrice Lécuyer. Bonjour. Mais bonjour, Patrice. Bonjour. Patrice, on va commencer avec... Parce qu'écoute, on va avoir du jus avec toi, tu comprends-tu? Ah, je sais pas, moi. Ben, l'affaire, c'est que je te suis de toute façon depuis très longtemps. OK, oui. Parce que, grosso modo, quoi, t'as quel âge? Moi, j'ai 59, là. Moi, j'ai 65. Bon, ben, tu sais, je veux dire, t'as commencé, puis je te suivais. Non, oui, oui. Mais je débute avec un truc que t'as déjà dit, puis après, je veux que tu me ramènes à ce moment-là, mais qui, moi, a été marquant. Ah. Ouais, t'avais gagné un trophée. Et je me souviens encore, t'étais penché un peu sur le micro, etc., puis t'as remercié, sans jamais la nommer, une ou des personnes qui t'avaient découragé. Oui. En disant, je veux remercier les gens qui ont dit que j'allais pas y arriver parce que parce que tu as fait l'école de théâtre, c'est ça? Oui. Puis moi, ça m'a marqué parce que allez, je me souviens plus je suis où dans ma vie à ce moment-là. Est-ce que je suis encore chez mes parents aux études? J'ai-tu commencé à être gérant d'artiste? Je sais pas. Ça, c'est fin des années 80. Début 90. Bon, ben ça veut dire que je suis... écoute, peut-être je viens juste d'arriver à Montréal ou à peine. Puis je me suis dit, moi, je serai jamais cette personne-là. Je serai jamais la personne que quelqu'un va dire, lui m'a dit que j'étais pas bon. Il y en a des pas bons. Ah oui. Mais jamais je vais être cette personne-là. Ça m'a vraiment marqué. Oui. Puis tu sais, j'ai fini... j'ai fait gérant d'artiste. Ça veut dire que tu veux aider le monde, tu veux pas être découragé. Oui. Ça fait que, tu te souviens de cet événement-là? Je me souviens très bien. C'est tout... Quand j'ai commencé, moi, je commençais comme comédien. Puis je me souviens que les gens les plus durs à côtoyer quand tu es comédien, au début, c'est les acteurs en devenir, mais qui agissent comme s'il y avait une carrière de 50 ans derrière eux, puis qui te regardent avec un espèce de regard de mépris, qui te fait sentir que tu n'es pas dans la gang, et c'est très intimidant. C'est très intimidant. Des gens qui te jugent, alors que moi, les plus grands artistes que j'ai connus, ils n'ont tellement pas peur de personne, ils n'ont tellement pas... Exact. Alors, ces gens-là, en vieillissant, j'ai compris très tôt que, en général, c'est des gens de peu de valeur, et de peu de talent, et de peu de... Mais... Ça, c'est les gens que tu côtoies, mais il y a aussi les gens du milieu qui ne voient pas... D'abord, on va se dire la vérité, dans ce milieu-là, c'est pas tout des prix Nobel. Là, non. C'est pas tous des gens qui ont une vision artistique. T'sais. Moi, je fais des blagues souvent, je regarde ma première semaine des détecteurs de mensonges, la première émission, le premier jeu que j'ai animé. Oui. Honnêtement, moi, je regarde ça, je ne me serais pas donné un job. Je comprends. Ça prend une Dit, vision. lui, il faudrait qu'on commence à penser à un autre. Oui, c'est ça, tu sais. Mais je me suis développé. Alors, tu sais pas dans la vie, mais c'est pas tout le monde qui a une vision, tu sais. Donc, que tu n'aies pas de vision, mais que tu n'en fasses pas subir les conséquences aux gens autour de toi, c'est pas grave. Mais quand tu es dans un poste de décision, puis que tu n'as pas de vision, puis que tu fais sentir ça aux gens que tu rencontres par Power Trip ou je ne sais pas trop. Ouais. Ça, je trouve ça malsain. Okay. Je trouve ça vraiment malsain. Tu n'as pas besoin, comme tu dis, tu n'as pas besoin de nuire ou de laisser savoir à quelqu'un que tu ne trouves pas si intéressant ce qu'il fait. C'est-à-dire que moi, je pense que tu peux conseiller, critiquer. Oui. Mais un ami me demande mon avis, je vais être honnête, je vais lui dire ça là-dessus. Oui, c'est ça. Là, mais de là à dire que tu es le downer qui va dire oublie ça, c'est pas pour toi, c'est peut-être vrai, mais en tout cas, je me souviens très bien de ça. Ça veut dire que toi, tu commences par l'école de théâtre. Oui. Alors, raconte-moi un peu les étapes. L'école de théâtre, d'abord, comment ça se déroule? Ben moi... T'étais bon, t'étais stressé? Au départ, moi, c'est la passion de ce métier-là, ça m'est venu d'aller voir Yvon Deschamps. OK. Je me souviens d'aller voir Yvon Deschamps quand j'étais jeune ado, au Patriote à Sainte-Agathe, avant que le service des incendies, Dieu merci, fasse le tour des salles de spectacle. Écoute, il y avait du monde, c'est poutres. C'était comme une vieille grande. T'es sérieux? Il y avait un feu là-dedans. Ouais. C'était mortel. C'était un barbecue. Et je me souviens d'avoir vu ça. Puis tu sais comment est-ce qu'on était élevés au Québec? En tout cas, moi, dans ma génération, c'était ça. C'est trop beau pour nous. On est né pour un petit pain. Il faut pas. C'est prétentieux de voir grand. Okay. C'est pas pour nous autres. Ouais. Alors, jamais j'aurais pensé de toute ma vie me retrouver seul sur scène. Donc, j'ai jamais vraiment mis de priorité là-dessus. J'ai juste été attiré par la scène. Bon, qu'est-ce que je pourrais faire? Mais à l'école, déjà, tu étais dans tout ça, un peu le théâtre? Oui, à l'école, je voulais faire du théâtre. Au primaire, j'étais hyper gêné. Je me souviens d'un discours. Il y avait des concours du Club Optimiste. Tu faisais des discours devant l'école. Oui. Puis là, il y avait des gagnants. Puis il y avait des finales interprovinciales, peu importe. Là. Puis je me souviens, je m'étais préparé des gestes. Puis quand je suis arrivé avec mon discours,
J'avais commencé à parler, puis j'ai figé parce que j'étais bien gêné. Puis à un moment donné, j'ai dit « Hey, mes gestes! » Fait que j'avais fait un geste out of nowhere. Puis l'école est partie à rire. Ah ouais? Mais il ne trouvait pas drôle. Non, 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 non. Non, non, c'était... j'ai été humilié. Là, je ne sais plus jamais rien. J'ai regardé ma feuille, j'avais juste envie de sortir. J'avais pas le tempérament pour ça, pas en tout. Puis là, après ça, à l'école, je voulais faire de la scène, puis on s'est mis à faire des pièces de théâtre, monter des trucs, comme tout le monde fait. Puis là, j'ai pris plaisir, tu sais. Même si ça me foutait le trac comme ça se peut pas. Puis j'ai commencé à faire... j'étais comédien. D'humour, il n'y en avait pas tant que ça, moi, quand j'étais petit. Je veux dire, il y avait 5-6 humoristes. Exact. À peu près, tu sais. Comment il s'appelait le gars qui faisait des imitations? T'avais Jean-Guy Moreau. Ouais, non, mais un autre, là, Pierre. C'était pas Pierre. Il y avait Pierre Verville. Non. Pierre Verville faisait des imitations. Oui, mais il y en a un autre qui était venu à l'école secondaire, je me souviens, qui était un des... Comme tu dis, il n'était pas 10. Non. T'avais Jean-Guy Moreau, t'avais Yvon Deschamps, t'avais Jean Lapointe, Dominique Michel, qui faisait des spectacles. Il n'y en avait pas beaucoup d'humoristes comme tel. Ça n'existait pas. Non. Puis donc j'ai commencé, j'ai été admis à l'école de théâtre. J'étais pas pire. Mais voici, à l'école de théâtre, moi, il me disait que j'avais pas de diction. Il avait raison. Il me disait que je me tenais croche. Il avait raison. Il me disait que je parlais trop vite. Tout. Mais souvent, dans les écoles de théâtre, souvent, je trouve que les profs essaient de former le monde à leur image, comment eux autres, ils l'auraient fait. OK. T'sais? Puis j'ai compris après ça que c'est la pire affaire à faire. Mais tu l'as compris pendant les cours? Pendant les cours, puis après. OK. Tu n'as aucune chance si tu essaies de faire ce qu'il faut faire. Tu as une chance si tu es toi-même, puis que le monde t'aime, puis le monde accroche sur ce que tu es. OK. Sinon, tu es dans le trouble. OK. Fait que, essayer de reproduire, surtout en classique, on faisait des formations de théâtre classique. Mais toi, est-ce que tu te destinais à ça? Bien, c'était ça. C'est la seule voie possible. OK, c'est que toi, comédien, t'étais dans le drame, là. Ah, j'étais dans le drame. Il n'y avait pas beaucoup de comédies. Mais t'étais-tu le rigolo de ta classe? Oui, ça oui. OK. Mais on me disait que j'avais pas ce qu'il fallait pour être un comique, que j'étais un acteur dramatique. Alors, j'avais des rôles dramatiques. Et en sortant de l'école, on a dit que j'étais un acteur dramatique. Je ne ferais pas de comédie. Puis là, après ça, quand j'ai commencé à faire des comédies, puis les bye-bye, là, ils m'ont dit que j'étais un comique, je ne pouvais pas faire la dramatique. Puis après ça, j'ai tout laissé parce que là, je disais que je m'en vais jouer dans Blanche. C'était un rôle sérieux. Fait que là, j'avais délaissé complètement la comédie pour devenir un acteur dramatique. C'était n'importe quoi, là. Mais je me rends compte qu'aujourd'hui, l'important, c'est d'être bon, là. Mais j'écoutais trop, là, ce que les gens disaient. J'étais pas... J'avais eu de plan de carrière, là, tu sais. Fait que c'était ça, moi. C'était vraiment jouer. Mais mon idée, c'était vraiment de jouer. Puis à un moment donné... Au-delà de ce que tu veux faire, tu veux gagner ta vie. Quand ça fait plusieurs années que tu fais ça, puis que tu as juste hâte à l'impôt pour que ça soit de l'argent. Là, tu dis qu'est-ce que je vais faire, puis t'espères, puis là, tu fais de la TV. Puis, avec la TV, c'est tu peux payer ton loyer, puis écoute, ça a été quoi ton gig en sortant de l'école? Et c'était long. C'était très long. Ah oui, avant. Pendant 6-7 ans, je faisais 3-4 pièces de théâtre par année. Puis là-dessus, il y en avait 2 qui étaient des autogérés. Les autogérés, c'est tout le monde se mettait ensemble. C'est que tu as vécu on séparait. Ah oui, pendant 10 ans. Là. OK. Oui, c'était pas drôle. OK. C'était pas drôle. Pas vrai que c'était pas drôle. J'étais super heureux. Je faisais ce que j'aimais. Oui. Mais il n'y a pas de perspective d'avenir là-dedans. OK. J'ai 10 ans, peut-être 7, 8. Puis ça a été quoi l'événement, si tu veux, l'événement qui a fait que tu as eu ton premier contrat, appelons-le, d'envergure? Ma première affaire d'envergure, étonnamment, c'est Brou. Ils ont fait la compagnie de tournée de Brou. Parce que Brou marchait, là, c'était terrible. Mais les petites salles, ils les faisaient pas parce que ça coûtait trop cher. Tu sais. Quand tu achètes un spectacle au Québec, ben dans ce temps-là, c'était tel montant ou 70 de la salle, le plus gros montant des deux. Fait qu'eux autres, ils n'allaient pas dans des petites salles, des petites salles de 400, 450, 500, ils faisaient des grosses salles. Fait qu'ils se sont dit, il y a quelque chose à faire avec ça. C'est le producteur de l'époque. Alors, ils ont monté une équipe de tournée. Puis on a joué dans une petite salle, nous autres. Puis après ça, on a joué en anglais parce que les gars n'étaient pas bien bons en anglais. Puis nous autres, on se débrouillait pas pire en anglais. Tu l'as pris où, ton anglais? Ben, moi, j'ai joué... Mon anglais, je l'ai pris en jouant au basket avec les Anglais. Ah ouais? Ouais, comme ça, j'ai appris à parler anglais. Puis alors, il y avait Guy Mignot et Marcel Leboeuf. On était tous les trois. On l'a joué en anglais à Toronto. C'est que vous étiez comme une espèce d'équipe B de tournée pour les plus petits. Carrément. Pas une espèce, carrément une équipe B. Comme il y a aux États-Unis, souvent quand tu vois des grands shows qui viennent ici, c'est jamais le cast de Broadway. C'est le cast de tournée. Des fois, il y a 1, 2, 3 casts de tournée. Ben, nous autres, on était l'équipe de tournée de Brou. On a joué à Vancouver 37 fois au Vancouver Playhouse. C'était fantastique. Wow. Ça, c'est des expériences. Je me souviens, nous autres, on arrive là, puis on a 3 acteurs de théâtre. Là. Puis on s'en va, on fait la générale, puis
Vancouver était beaucoup plus cosmopolite que Montréal l'était à ce moment-là. OK. Alors, tu avais des Polonais, des Ukrainiens, tu avais des gens de partout qui étaient les techniciens de la salle. Puis nous, on répétait, on jouait le premier soir en français. Fait que la générale, on l'a fait en français. Ben, comme on est des acteurs de théâtre, on prenait le temps de laisser les rire. On était habitués. On l'avait joué 200 fois. Puis là, tous les techniciens sont venus nous voir et ont dit « I'm sorry, guys. C'est parce que là, toutes les grandes comédies de la planète, ils viennent, là, puis ça roule. Il va falloir que vous enchaîniez parce que vous allez vous faire manger tout rond. » On dit « non, inquiétez-vous pas. Okay. » Le lendemain, on a commencé en français. Ouais. Le triomphe, c'est tout du monde. C'est tous des expats qui ont appris à parler anglais en allant travailler dans l'Ouest. Dès que ça a commencé, c'était le triomphe. Ça riait encore plus qu'à Montréal. T'avais tous les techniciens coulisses, c'était là. Puis, de quoi est-ce qu'ils parlent? C'est quoi? Qu'est-ce qu'ils disent? Qu'est-ce qu'ils ne comprenaient pas? Fait qu'ils ont tous appelé leur chum. Puis le lendemain, c'était la première, mais en anglais. Ouais. Parce qu'on avait joué juste un soir en français. Puis en anglais, là, ils étaient tous là. Puis là, ça a marché autant. Autant? Ça marchait. Peut-être pas aussi longtemps, mais autant. OK. Tu sais, ça les rire en français, c'est parce que ça n'a pas de bon sens. Surtout le sketch de l'anglais, parce qu'ils ont tout appris à parler anglais quand ils sont allés à Vancouver. Ouais. Fait que là, ça les faisait rire encore plus. Fait que là on était devenus des stars pour les gars. On est arrivé 3 TQ, des nobody qui vont se casser la gueule. En 2 jours, on est passé. Hey boy, c'est des vrais. Puis le bruit de ça, c'est qui faisait ça? Qui produisait ça? C'était les gars de Beau avec Jean-Claude Espérance. Ouais, ils nous produisaient. Oui, mais puis, sur place, là, comment vous remplissiez vos salles? Mais ils ont fait mettons, chez Duceppe dirait, on a une équipe de tournée qui vient. Eux autres, il n'y a pas vraiment... Tu sais, le Canada anglais, il n'y a pas beaucoup de troupes locales. C'est beaucoup des gens de partout ailleurs qui viennent souvent remplir. Fait qu'eux autres, ils ont annoncé ça. La première, les critiques ont été tellement extraordinaires. À partir du lendemain, on était sold out. T'as fait 37 107 d'occupation. Sérieux? 1300 places. Ouais, c'était fantastique. C'est que ça, c'est ton premier gig. Ça, c'est ma première grosse gig. Je fais des petites affaires de théâtre. Je fais de la LNI. La LNI, au début, j'étais pas bon. Fait qu'ils m'ont sacré dehors. Mais qu'est-ce qui fait que t'as été choisi dans la LNI? C'est pas tout le monde qui y va, là? Bien, la LNI, écoute, c'est pas compliqué. C'est un de mes profs qui a choqué 2 jours avant le début de la saison. Il a appelé son coach, qui était Myriel Lachance. Il a dit, je le fais pas, je suis pas capable, je dors pas, ça n'a pas de bon sens. Ben, parce qu'il stressait? Oui, il dit, je dors pas, ça n'a pas de bon sens. Hey, dans ce temps-là, la LNI, là, c'était le vendredi soir à minuit, le dimanche soir à 9h, le dimanche après-midi à 3h, puis le lundi soir à 9h, parce que c'était tous des acteurs de théâtre, puis c'était quand on jouait pas au théâtre. Ouais. Fait que, puis on était 8 acteurs, puis il y en avait tout le temps 2 de spare, parce que s'il y en a un qui est pris. Fait que, et c'était devant 1000 personnes. Alfred de la Liberté, puis il y avait des C'est quoi claques. ça, Alfred de la Liberté? C'est où? Alfred de la Liberté, c'est la salle de l'UQAM au coin de Saint-Denis, puis c'est comme un aréna. Oui, je suis exactement. Les gradins sont comme Absolument. ça, là, en face de la station de métro. Oui. Et là, le monde, dans ce temps-là, il y avait les claques en caoutchouc. La claque qui partait en haut, c'était 1000 personnes. La claque qui partait d'en haut, là, ça faisait en tabarnouche. Fait que ça terrorisait le monde. T'étais sur la glace, puis t'avais 1000 personnes avec une arme offensive qui prête à te lancer s'ils ne trouvaient pas bon. Le monde était terrorisé. Puis il y avait des bons joueurs, là. Moi, je suis arrivé, c'était la 3e ou 4e année, 5e année. T'es-tu arrivé quand c'était télévisé ou avant? Je suis arrivé avant. Je suis arrivé avant la télévision. Mais là, alors lui, il dit non, je peux pas, je vis pas ça. Il a dit, qu'est-ce que tu veux que j'appelle? 2 jours d'avance. Ben là, il dit, prends le petit cul, l'écuyer qui sort de l'école, je viens d'y enseigner, il va être bon. Ah ben pris, mais j'étais pourri, bon sacré noir. À la fin de l'année. Bon sacré noir à la fin de l'année, puis à la fin, quelques semaines après, le mois de septembre suivant, ils m'ont rappelé, parce que là, c'était encore un autre qui a choqué. Avant d'aller faire le tournée en Europe. Puis ça prenait quelqu'un qui est libre pour 3 mois. Oui. Moi, comme disent les Français, j'ai le cul bordé de nouilles. Là. J'étais chanceux. Donc, je suis allé en Europe. Ben, t'étais chanceux. Excuse-moi. Tu fais des postes que probablement d'autres auraient dit non aussi. Toi, tu disais oui. Ah, peut-être. Oui. Mais en même temps, je disais oui. C'est une question de survie. Il faut que tu fasses de quoi. Ouais, mais quand tu commences comme comédien, là, c'est bien rare que tu analyses le texte qu'on t'offre. Si on t'offre un rôle, non. Tu dis oui. Oui, je comprends. En tout cas, bref, je trouve juste qu'il y a du monde qui aurait dit non pareil. Ah, peut-être. Tu comprends? Je l'ai fait. Mais là, puis là, en allant en Europe, 55... 3 mois? 3 mois, 55 shows. Triomphe, parce que la LNI, ça marchait en Europe. Pas moins le Triomphe, mais le show avant le Triomphe. Là, j'ai comme pris de l'assurance. J'ai comme commencé à me faire connaître. Qu'est-ce qui fait que t'es passé de poche à bon en impro? Parce que le souvenir qu'on a de toi en impro, t'étais très bon. Parce que moi, j'ai été un joueur pas bon la première année. Après ma tournée en Europe, j'étais un joueur moyen, pas pire. Et j'ai éclos à ma 4e ou 5e année à partir du moment où les games sont arrivés à la TV.
Ah. Fait que moi, mon éclosion de joueur est arrivée en même temps. Alors, les gens ont l'impression que j'ai dominé toutes les années que j'ai joué. J'ai dominé, j'étais un des joueurs dominants durant les games à la télévision. OK. Mais avant ça, c'était pas ça pantoute. Là. Mon timing là-dessus, quand je dis que je suis chanceux, là, c'est vraiment ça. Je suis arrivé au bon moment. Alors là, puis là, la TV, écoute, ça a pris une autre ampleur. C'était devenu... on avait 800-900 000 personnes qui écoutaient ça le dimanche soir. Tous les étudiants. Presque tous les gens. Sans exception. Ben oui, ça écoutait ça. On était comme... Tu sais, il y avait le classement des journaux le lendemain. Ouais. On était comme des rockstars. C'était malade. C'était malade. Mais ma question demeure. T'as pas répondu. C'est-à-dire que qu'est-ce que tu as amélioré dans ton jeu pour dire que tu te jugeais toi-même poche et après, tu es capable de juger que tu étais bon? C'est parce que... Qu'est-ce qui a changé? Là, tu me parles des timings, mais c'est extérieur. Ouais, mais je te dirais que pour improviser, tu sais, je compare ça au saut en bungee. C'est quelqu'un qui n'aime pas le saut en bungee est terrorisé. Ah, je veux pas faire ça. Puis quelqu'un qui aime le saut en bungee va laisser quelqu'un d'autre qui ne connaît pas attacher le nœud. Puis il va faire confiance à tout le monde, va se lancer, il ne se pose pas de questions. Et l'impro, je pense que tu deviens bon à partir du moment où... En fait, l'impro... je vais te donner une meilleure réponse que ça. C'est exactement comme animer. Quand moi, j'ai commencé à animer, j'avais peur de la caméra. J'avais peur de regarder la caméra parce que la caméra, c'est le monde qui faut que tu imagines le monde à la maison qui te regarde. C'est à eux autres que tu t'adresses. Puis ça, c'est très intimidant. Fait que t'es comme... C'est très difficile, quand tu commences, de regarder une caméra puis à un moment donné de faire, OK... On se parle, là, puis là, c'est pas une salle. Je te parle pas comme si t'étais à 8e rangée. Je te parle là à toi, parce qu'on se parle comme ça. Je te suis. Ça, c'est très, très, très difficile. Et l'improvisation, c'est le même principe. C'est qu'à un moment donné, il faut que tu arrives dans un état où tu penses, tu fais le vide, là, puis c'est ce qui te passe par la tête, à la vitesse que ça arrive, il faut que tu le sortes au fur et à mesure. Il faut que tu te fasses faut que tu aies assez confiance. Moi, je me rappelle, on a fait des crocus, on n'avait aucune idée de ce qu'on était pour faire. Je me retournais, j'étais 9 minutes avec un joueur extraordinaire à l'autre bord. Qu'est-ce que je vais faire? Le vide, j'ai dit, wow, quelle roche extraordinaire. J'aimais ça. À partir du moment où tu embrasses ça, cette façon-là de faire, ou de dire, OK, ça va faire, puis tu te fais confiance, puis tu te laisses aller, bien là, puis là, évidemment, tu fais quelque chose, les gens rient, OK, ça va. Fait que, tant que tu n'as pas cet état d'esprit-là. C'est un genre d'abandon. Oui, je pense que c'est ça. Oui. Parce que si tu réfléchis trop, étonnamment, si tu réfléchis trop en impro, c'est pas possible. C'est pas bon. Puis c'est comment l'expérience avec les équipes, les autres, tes collègues, etc.? C'est quoi? Tu sais, nous autres, on ne connaît pas l'intérieur de la LNI. C'était comment? Bien, la LNI, dans ce temps-là, c'est très drôle, hein, parce que moi, j'ai vu la LNI de l'extérieur, puis quand j'ai commencé à faire ça, il y avait eu tout le temps des conflits entre les filles et les gars, parce que ça reste relativement assez violent. Tu sais, une claque que tu reçois de la 20e rangée, ça fesse. Puis, tu avais les filles, dans ce temps-là, les filles, l'humour et les filles, tu sais, aujourd'hui, l'humour et les filles, ça va ensemble. Absolument. Mais les filles faisaient moins d'humour dans le temps. Fait que les actrices, parce que c'était des acteurs qui étaient là, des actrices, les actrices voulaient faire plus de construction de personnages, plus d'écriture, plus de choses plus dramatiques, dans le sens de la dramatique, là, pas nécessairement. Et ça marchait pas nécessairement toujours. Puis les gars... Bien, la LNI s'est faite vraiment sur le principe du hockey. C'est qu'on commence l'impro, puis moi, je joue pour que ça soit bon, oui, mais je joue pour gagner le point. Puis les gars, on était très là-dedans, nous autres. Puis les filles étaient plus dans l'artistique de l'affaire, dans l'écriture, dans le théâtre. Ça comme a donné... Fait que les filles voulaient faire retirer là. Les filles... Puis là, moi, je disais, on a bien raison. On devrait faire plus de théâtre, puis c'est vrai. Puis je me souviens d'une discussion qu'on avait eue, tout le monde. Il y avait une grosse, tu sais, une espèce de putsch. Tout le monde était là. Puis là, Gravel écoutait tout ça. Puis il était très ému. Puis moi, ça m'avait bouleversé. Il avait expliqué. Il dit, écoutez, moi, là, je l'aime, ce jeu-là. J'ai fait un jeu. Les règles, c'est ça. Si vous n'aimez pas ça, je comprends. Mais faites d'autres choses. Partez-vous une ligue à part. C'est pas grave, là. Il dit, moi, quand quelqu'un joue au Monopoly, puis il passe à du parc, puis j'ai 2 hôtels, ben si c'est 1500$, ben tu me le payes. Si tu l'as pas, ben tant pis, t'as perdu. Mais la LNI, c'est ça. Le but, c'est de se mettre des... Pourquoi tu dis que ça t'avait ému? Ça m'avait ému parce que j'ai dit, wow, c'est vraiment ça qu'il veut faire. C'est ça le jeu. Mais c'est pas un hasard, là. C'est pas un hasard. C'est bâti comme ça. C'est vraiment bâti comme une game. Ce n'est pas une pièce de théâtre. C'est une game. Puis là, moi, je me rappelle, les gens aimaient beaucoup les impros que je faisais avec Robert Gravel. Souvent, on avait des versions debout avant que l'impro commence même. Parce que mon seul but, moi, dans les impros, c'était le grand joueur. Moi, j'étais le petit cul. Moi, c'était juste de le faire décrocher. Je ne pensais à rien d'autre.
dans l'improvisation. Les gens le savaient. Ouais. Puis c'était juste ça. Mais c'était très, très compétitif, c'est Ouais, clair. ouais. Mais comme on va jouer au hockey, comme on va jouer, tu sais, même affaire. c'est un jeu. Alors, j'avais... Donc, quand j'ai compris ça, à travers... J'ai dit, OK, ben, ça va être ça la game, c'est correct. Puis j'avais été bouleversé parce qu'il y avait eu beaucoup de candeur, Robert Gravel, d'expliquer ça à tout le monde. Moi, c'est mon jeu. Ouais. C'est ça que j'aime. Ouais. Puis si vous n'aimez pas ça, ben regarde, on chicanera pas. Faites d'autres choses. Puis c'est pas grave, je vous en veux pas. J'avais dit, c'est quand même rare dans ce milieu-là que des gens n'essaient pas de plaire à tout le monde. Ouais. Tu sais? Parce que c'était marginal, la LNI, encore dans ce temps-là. Ouais. On jouait, oui, devant 1000 personnes, mais on était 16. Je veux dire, l'équipe gagnante, elle se séparait 100$ à la fin de la game. C'est ça, c'est T'as ça. pas une place pour faire de l'argent. Non, là, non, non, non. Mais en même temps, c'est un laboratoire extraordinaire parce que dans ce temps-là, les réalisateurs, les metteurs en scène, les cinéastes, tout le monde venait. Fait que c'était une audition. Pourquoi tout le monde venait? Pourquoi? Parce que c'était nouveau. C'est quoi cette affaire-là? OK. On sait qu'est-ce qui se passe là. OK. C'était un événement fantastique. De l'impro, quand on n'a jamais vu, c'est extraordinaire. Je suis s'il vous absolument plaît. d'accord. Alors, les gens assistaient à quelque chose. Il y avait des bonnes games. Il y avait des... C'est surtout que c'est très événementiel parce que par définition, le prochain match, il n'y aura absolument rien de pareil. Oui, Un show d'humour, tu le sais que c'est à Trois-Rivières, c'était la même affaire qu'à Drummond. oui. Mais là, Oui. à chaque fois, tu es devant un événement. Puis ce qui est fantastique, c'est que le public n'était pas dans notre minding. Nous autres, t'es là, tu fais une mauvaise impro, tu te retournes au banc, tu dis « Oh God, je suis pourri. Le monde va me trouver mauvais. Ouais. Eux autres, ils regardaient ça comme un chiffre au hockey. Complètement. Une ligne fait carré, Ouais, ouais. ils retournent au banc, ils vont pas dire « Ah, il a devrait raté plus le jouer. net, là. tout de Ben suite. non, c'est ça. On Ouais. continue. Tu sais, Ouais. c'est d'autres choses. Ouais. Ah, le public regardait ça comme une game de sport. Tu sais, t'as des bons coups, t'as des moins bons coups, puis ils se remettaient pas en question. Est-ce que j'ai l'intégrité, Non, la non, non, je valeur? comprends. Non, c'est pas ça pantoute. Ouais. C'est une game, là. C'est une game. Les gens disent, ouais, mais quand t'es bon improvisateur, tu vois ta comédie extraordinaire, ça n'a rien à voir. Tu peux être un grand improvisateur et être pourri comme acteur. Ouais. Puis tu peux être grand acteur et être pourri comme improvisateur. Ouais. Puis tu vas avoir les deux, c'est sûr. là. Ouais, Mais c'est une autre affaire totalement. C'est fantastique. Quand ça marche, là. Quand T'en c'est- fais plus parce qu'il n'y a plus de plateforme à ça ou moi, j'en fais plus. manifestement, tu n'aurais pas perdu ça? Je pense la LNI a changé parce qu'à l'époque, c'était vraiment du théâtre. Tu sais, on jouait devant 900 personnes, pas de micro. Fait que c'était très... on projetait, tout était plus théâtral. Maintenant, ils ont changé parce qu'on a commencé à avoir des moins bonnes salles. Puis là, ils jouaient dans des salles qui étaient difficiles. Beaucoup de jeunes qui n'avaient pas de formation de théâtre, qui n'avaient pas la technique. Donc, on les entendait pas, ou ils se cassaient la voix, ils perdaient la voix. Fait que tranquillement, ils ont mis des micros. OK. Et là, c'est plus, je te dirais, c'est de la télévision sur scène. tu sais. OK. Alors, et c'est encore plus vite. Là, ça va vite en tabac. Là, c'est très verbomoteur. Beaucoup moins théâtral qu'à l'époque où on le faisait, nous autres. C'est pas baguette. Moi, tu sais, puis je suis pas en train de dire que c'était mieux dans notre temps. Non, là. non, non. C'est pas ça. C'est autre chose. Ça a évolué. OK. C'est rendu ça. Ils sont extraordinaires. Mais c'est pas Ta tasse de thé. c'est pas mes forces, OK. ce qu'ils font là. Ouais. Ça fait que tu as joué combien d'années? Après 8 ou 9 ans. Sur une base quoi? Hebdomadaire, littéralement? Chaque année. Ben, tu sais, dans ce temps-là, Non, on mais jouait- ça jouait combien de fois par année? Ça jouait, on faisait quoi? 15 games, 12, 15 games par année. Tu sais. OK. Hey, il y a à peu près 10 ans, j'ai fait une impro. J'ai fait un retour à l'impro, juste pour voir, avant qu'il y ait les micros. Puis, il y avait une jeune comédienne qui était là. C'est sa première game de la LNI. Puis, elle avait joué 4 fois plus d'impro que moi dans sa vie. Parce que maintenant, il y a des ligues d'impro. Il y a tout. Nous autres, ouais. ça existait. Il n'y avait pas de ligue d'impro. Non, Ça non. n'existait pas, l'impro. Ouais. Fait que quand tu faisais de l'impro à LNI, c'était la première fois que tu faisais de l'impro dans le monde. C'était flyé, là. Ah non, je pense à ça aujourd'hui. J'ai dit, ben, Ouais. tu sais, à cet âge-là, pas grave. T'avais quel âge, d'ailleurs? J'avais- On parle de quoi? Quand j'ai commencé, j'avais 21 ans. Hey, OK. Je suis sorti d'école. Je sortais de l'école. Puis Ouais, ouais. mon coach a appelé. Fait que mon premier contrat à vie, Ouais. c'est la LNI. OK. Fait que ça fait partie des années où tu dis que c'était des petits gigs ici et là. Oui, avant. c'est ça. Oui. OK, je te Ouais. suis. Quand est-ce que le jeu a embarqué pour vrai? C'est-à-dire ton vrai métier de comédien? Ben, dès le départ, j'ai joué c'est au théâtre. Comme comédien, Ouais. j'ai joué 2-3 fois par année. On jouait OK. des Puis on t'a casté dans quoi? C'était quoi ta boîte? C'était un acteur sérieux, Ah ouais? acteur jeune premier. OK. Oui. C'était pas des comédies pantoute. Du théâtre expérimental où là, on t'a fait n'importe quoi. OK. J'ai fait, je me souviens d'une pièce, c'était le directeur des ventes de Iberia. Compagnie aérienne espagnole, il avait écrit une pièce de théâtre, puis là, il y avait un gars qui nous avait appelé. Écoute, ça n'avait aucun sens, cette pièce-là. C'était, mais tu sais, tu veux travailler, il faut que tu te fasses voir. Fait que le metteur en scène me rappelle, il fumait, puis il était là, alors, vous allez voir. Puis là, il y avait un musicien de jazz qui était là. Il dit, tiens, là, il va assister aux répétitions, mais il ne fait rien. Mais sur scène,
il va faire du free jazz, selon comment vous vous comportez. Fait qu'il dit, Patrice, tu vas dire une réplique, puis lui, pour arriver derrière. Puis là, toi, t'es là, tu fais, wow, c'est donc audacieux, ça va être fantastique. C'est mauvais comme idée. Mais c'est pas que tu te poses pas la question. Tout est formidable, tu vas travailler. Donc, toutes les idées sont bonnes. C'était épouvantable. Ouais. Ce show-là était tellement mauvais. Je me rappelle, il y avait Robert Lévesque. Ça jouait où, ça? Ça jouait au Conventum, salle qui n'existe plus, 100 places. Okay. Le soir de la première, écoute, on avait un programme imprimé en papier ciré. Toutes les compagnies aériennes de la planète avait une annonce là-dedans. Bon, fait qu'il avait appelé tous ses chums. C'était quand j'ai appelé tous ses chums. Ah ouais, tu sais. Le soir de la première, écoute, ça sentait le parfum. Il y avait des manteaux de fourreux dans la salle. C'était tout du monde, ses amis, les gens qui avaient pour la première. Puis il y avait Robert Lévesque, le critique redoutable du Devoir, qui était dans la première rangée en avant. Moi, je faisais une sentinelle du futur. Ça respire le hit. Je sais pas si tu comprends. Oui, absolument. Hein? Oui. Je suis assis là, puis je commence à parler, puis je m'adresse au public comme s'ils étaient le futur, sur le bord des larmes. Bon. Je commence, et je te jure, ça fait 8 répliques que je fais. Il est assis en face de moi, Robert. Là. Oui, il est là. Il est là, avec une chemise, des feuilles, puis un crayon. Il fait « Oh, tabarnak! » Il ferme tout ça, il met ça. Oh! Aïe, de façon archi flagrante. Tout le show. Puis là, dès que ça riait, ça riait pas beaucoup, mais il se retournait vers le monde. Pour vrai? Oh, j'en avais aucun doute sur l'issue ou sur le thème de sa critique. Il y avait un comédien dans cette pièce-là qui s'appelait Jean-Louis Paris. Un petit acteur qui faisait des valets. Ça donne une idée de l'époque, hein? Des valets, il n'a plus des valets là. Non, lui, il a gagné sa vie à jouer des valets. Okay. C'est un petit monsieur. Puis comme c'était une petite salle, lui, il disait quelque chose, lui, un petit monologue, puis il partait dans le futur, donc le public, puis il s'en allait en arrière de la salle. À la fin, dans le noir, lui, il descendait en courant. Ça souhaitait pas un monsieur très, très corpulent, tout petit, tout maigre. Il descendait, lui, puis il faisait saluer avec nous autres. Fait que la pièce finit avec le gars. Je veux mourir. Blackout. Là, les gens applaudissent. T'entends. Les lumières ouvrent. Robert Lévesque, lui, il décide qu'il sort en courant. Parce qu'il en a assez. Okay. Puis t'as mon petit monsieur, Jean-Louis Paris, qui descend, lui, en courant. Les deux dans le noir sont rentrés dedans. Les deux sont knock-out. Sont vraiment... limite de perdre de connaissance. Oui. Là. Puis, alors, lui, toutes ses feuilles sont partout. Puis là, nous autres, on s'occupe de M. Paris. Il est-tu mort? Qu'est-ce qui se passe? On le lève, tu sais. Puis là, les gens ne comprennent rien. Ils ne savent pas que c'est un critique. Ils sont là, ils ne comprennent pas. Puis là, il n'y a pas d'applaudissement, il n'y a rien. Il ramasse ses feuilles, il s'en va en criant. Là, on met M. Paris avec nous autres. Puis là, on salue. Puis les gens... Un peu comme si de rien n'était. C'est tellement fucké, cette pièce-là, que le monde ne savent pas si ça fait c'est ça que j'allais dire. Ils ne savent pas qu'ils sont là. Hein. Mais ils comprennent. Mais ils n'ont rien compris. Il n'y avait rien à comprendre. Non. Là, ça... Écoute... J'ai fait des productions de même. Tu sais, il faut que tu gagnes ta vie. Il faut surtout que le monde te voie, qu'est-ce que tu veux. Puis c'est là que j'ai compris que c'est bien important le talent, c'est une chose, mais il faut que tu joues des bons projets. Il n'y a pas personne dans ce show-là qui va se faire découvrir. Là. Il n'y a pas personne qui est venu voir ce show-là et qui va dire « Ah, le petit l'écuyer, il y a potentiel. » Fait qu'il faut que dans ta carrière, tu aies des affaires qui marchent. Que le monde fasse « Ah, lui, il est bon, ou elle est bonne. » Mais regarde, mais je fais un parallèle avec le succès de Brou à Vancouver. Tu n'aurais jamais dit que ça allait lever de même. Non. C'est qu'à un moment donné, laisse-moi te donner, moi, comment je vois ça. C'est que c'est pas avec les non que les choses arrivent, c'est avec des oui. Oui, c'est sûr. Ça fait que dans les oui, il y a des affaires qui servent à rien. Oui, c'est sûr. C'est sûr. Mais ça fait des bonnes anecdotes. De toute façon, il faut que tu joues. C'est comme un pianiste, il faut qu'il fasse ses gammes. Un sportif, il faut qu'il fasse son training. Jouer, il faut que tu joues. Humoriste, il faut que tu fasses de la scène. Je suis d'accord. Tu ne peux pas être humoriste chez vous, dans le sol. Ça fait que c'est quoi, d'après toi, le rôle ou le projet qui a fait que tout à coup, tu as eu un premier vrai projet? Comment ça s'est enchaîné, ces deux... Moi, je vois... Tout est arrivé la même année, en 88. Moi, il y a Monique Duceppe qui faisait des mises en scène chez Duceppe, puis je jouais des petits rôles là-dedans, dans cette compagnie de théâtre-là. Alors, cette année-là, elle m'a offert le premier rôle dans une pièce qui s'appelait sur La Musgueule. Okay. À Sorel, le propriétaire ne voulait rien savoir. Non. J'étais un nobody. Okay. Il voulait avoir une star pour remplir sa salle. Parfait. Elle disait, non, il va être bon. Puis les deux sœurs, Louise Duceppe aussi, l'ont convaincu. Alors, ils l'ont convaincu. Lui,
Écoute, il n'était pas trop pour ça. Puis le show marchait en tabarnouche, mais c'était pas plein, là. Mais au bout d'une semaine, le bouche-oreille, c'est parti, puis on était plein jusqu'à la fin d'été. Là, j'étais formidable. Là, il me trouvait bien bon. Là, Parfait. Bon. Alors, il y a eu ça. Il y a eu la LNI qui est arrivée à la télévision cette année-là régulièrement. Okay. Alors, j'avais gagné le joueur le prix du public pour les joueurs, puis le meilleur compteur. C'est arrivé cette année-là en même temps. Puis mon premier bye-bye. Fait que tout ça est arrivé. Et là, c'est comme un slingshot. C'est parti. Là, pouf, là, ça m'a dépassé. Je prends 60 secondes pour vous inviter à un spécial du gérant live, questions-réponses avec moi et vous. C'est le 22 novembre à 14h, ouais, un samedi après-midi. Ça coûte 10 $, ça inclut 2 bières. C'est chez Miller qui a un stage. Ils font des soirées d'humour maintenant le mercredi sur Atateken. Tous les détails, marcboilard.com. Cliquez là-dessus. 25 personnes maximum. Donc, c'est une première. Si ça va bien, ben, j'aimerais ça faire ça sur une base régulière. Donc, vous me posez les questions que vous aimeriez que je vous raconte par rapport à showbiz, les coulisses de l'humour, etc. Go, on tire partout. J'ai vraiment hâte. Alors, je vous répète, 22 novembre, chez Miller, 14h. Et merci en passant encore au Midway, au Marion et chez Miller. C'est toute la même gang qui me permettent de présenter ces nouveaux épisodes du spécial du gérant. marcboilard.com pour tous les détails. Et on continue avec la très intéressante entrevue de Patrice Lécuyer. J'ai plus rien décidé à partir de ce moment-là. Hein? Tout est arrivé. Pourquoi tu n'as plus rien décidé? Tout arrivait. Je choisissais. Vas-y, go. Oui, raconte. Les affaires arrivaient. OK. Les affaires arrivaient. Veux-tu... oh oui. Puis, même année, en plus, après ça, je fais le spectacle avec Bernard Fortin, qui est Merci beaucoup. Oui. Ça, C'est je me pas souviens, Merci tu as beaucoup. joué au Palais Montcalm. Oui, J'étais à Québec. mais c'est pas Merci beaucoup. C'est un show de théâtre d'été qui s'appelait Les Gaffeurs, qui était un show d'humour. OK. Pas un show, c'était un théâtre d'été, excuse. Puis les gens venaient voir Michel Forgette. Alors, le numéro commençait, nous autres, on faisait un duo d'humoristes, puis lui, c'était notre gérant. Fait que devant le rideau fermé, on faisait un numéro, nous autres. Le monde, là, ça commençait. Il venait voir Michel Forgette, là. Ben oui. Pas du cabaret qu'il venait voir. Non, non, non. Là, il nous regardait, là, ça s'en engageait à tabarnouche. Ouais. Fait qu'on s'est mis à dire merci beaucoup pour que le monde applaudisse. Ça a dégénéré. À un moment donné, ça durait merci beaucoup pendant 22 minutes. Et à partir de là, on a fait deux spectacles à partir de ça. Mais au départ, on n'a jamais dit on va faire un show d'humour. Ah ouais. On est parti du 8 Ça qu'on vous a a fait rattrapé. en improvisant. On a dit, hey, on pourrait prendre ça puis faire un spectacle avec ça. OK. Puis là, on avait déjà un beau numéro de 20 minutes très solide. Fait qu'on Ouais. a bâti le reste. Alors, je ne l'ai pas choisi. C'est arrivé OK. comme ça. OK. Tout. On m'a suggéré de faire Blanche, la série Blanche. Ouais. Là, je changeais de registre. Je suis allé dans le dramatique. Après ça, souvent, j'avais voulu faire un talk show. Ils m'ont offert de faire un talk show à Radio-Canada. Je l'ai fait. OK, Et mais prenons-le dans l'ordre. Prenons-le dans Oui. l'ordre. Là, on parle, là, il y a eu Mais là, la je te fais LNI. dans l'ordre. La LNI, OK. le théâtre, les bye-bye, ça c'était tout en même temps. OK. Puis, merci beaucoup. Après ça, Blanche arrive. Bon, Blanche, comment ça? C'est quoi tout à coup être un comédien qui passe à télé et non plus un comédien qui mange du craft dinner? Là? Ouais. Qu'est-ce qui se passe? Oh non, là c'est pas la série, parce que la série, écoute, tu sais, j'avais 9 jours de tournage. Là. OK. Ça allait bien. Je gagnais pas, je me débrouillais très bien. Je te suis. Monsieur, c'était pas le pactole, là, OK. comme on dit en France. Là. Mais tu avais quand même un rayonnement que tu n'avais jamais eu. Ah, là, ça, oui. Ça, la grosse différence. Là, ça avait décollé. Je te dirais que la grosse affaire qui a fait décoller, c'est les détecteurs de mensonges. OK, Ça, ça fait que t'en as tellement. C'est pour ça là, que je veux qu'on les mette dans l'ordre. oui, tu as raison, oui. La même année, les détecteurs de mensonges sont arrivés en plus. OK. Puis là, dans ces années-là, il n'y avait pas d'acteur, il n'y avait pas d'animateur de moins de 50 ans, ça se fait pas. Semblait. Fait qu'ils m'ont Arrête rentré- donc, toi. Ah, ça n'existait pas. Ça n'existait pas Wow. partout. Fait qu'ils m'ont rentré à coup de crowbar à Radio-Canada. Parce Puis- que la direction disait non. Ben non, mais ils disaient, ça se peut pas. C'est pas. OK, ça se peut juste pas. Ben, ça n'existait pas. T'avais pas. quoi, 30? Non, j'avais à ce moment-là, j'avais 29 ans. OK. 29 ans, ça se pouvait pas. OK. C'était tous des gens matures Wow. qui animaient. Puis fait que là, j'ai fait ça. Alors, j'ai passé vraiment de hey, on le connaît-tu, lui? On l'a-tu déjà fait quelque part? À c'est lui, c'est Confucius, Ouais. c'est l'écuyer. Ouais. Et après ça, puis là, et j'ai quitté ça quand j'ai fait Blanche, parce que là, j'ai dit, je faisais un rôle dramatique, si tu veux. Fait que là, je ne veux pas que le monde, quand j'arrive à l'écran, dise c'est Confucius, il me voit animer un jeu à 7 heures, puis à 8 heures, j'arrive. Fait que j'avais arrêté d'animer OK. le jeu à ce moment-là OK. pour faire Blanche. OK. Après ça est arrivé l'écuyer. Ouais. Là, l'écuyer, c'était Ça, c'est combien de temps? 7 ans.
7 ans. 7 ans. À travers ça, je faisais de la radio. Ouais. J'ai sauté la radio aussi. Mais la radio, c'est une autre affaire aussi. Ouais, mais on va les aborder un à un. C'est ça, ça a commencé un petit peu avant la radio. Ben, en 88, même année, la radio. Ça fait que tout à coup, tu as sa partie comme genre les valves ont ouvertes. Puis... Tout. Ah oui, bang, ça rentrait de partout. Là, puis, Comment t'expliques que souvent les gens vont être castés? Ah ben lui, c'est un comédien, donc on va pas lui faire animer ou... Comment t'expliques que toi, je pense que c'est beaucoup la sollicité? LNI. Je pense que c'est beaucoup la LNI. Ouais. Parce que bon, par exemple, la radio, c'est ça. C'est un gars qui tripait sa LNI. Il dit, tu vas être bon pour animer. Ouais, il m'a mis le dimanche après-midi. Il dit, dis-leur, la toune qui vient de jouer, la toune qui va jouer, puis si tu as du temps, dis la température. Je te demande Il t'a vraiment briefé de même. Il m'a dit, fais juste ça. Il savait très bien que je ne serais pas capable de faire juste ça. Non, je te suis. Fait qu'il m'a mis le dimanche après-midi de 2h à 5h. Il m'a mis là toute l'automne. Mais oui, j'arrivais là. Je me souviens, à un moment donné, le technicien, c'était un jeune, il a travaillé, il a traversé, il est rentré, parce que moi, j'avais une espèce de scrapbook, je découpais des articles des revues pour parler d'affaires, puis j'avais des notes. Excuse, c'est quoi que tu as là? Ben, j'ai dit, c'est des affaires pour... des sujets, mettons. Des sujets. Ouais. Ah oui, j'ai jamais vu ça. Il est retourné le dimanche après-midi. Ouais. Le monde, il se contentait juste de dire. Absolument. Il vient de jouer tel tune. Mon Dieu, que c'est le fun l'après-midi. Quand on est ensemble, puis on a eu un bon brunch, puis on se repose tranquillement, puis on écoute la radio. C'est pas ça. Là. Moi, je ne pourrais pas faire ça. Non. Fait qu'il fallait que je donne des trucs. Fait que à fin décembre, il me fait venir à son bureau. Il dit, écoute, j'aimerais ça que tu fasses le retour à la maison. Non, mais c'est la même affaire. Là. Je vais te mettre avec Mario Lirette. Et Mario, il est capable de parler. Il dit pas trop quelque chose, mais il est capable de parler. sans parler. Il dit, jamais je vais venir te voir à la fin d'une émission pour te dire, hey, t'as pas assez parlé. Vas-y. Mais ça, c'est des conditions, tu sais, comme la même chose de la radio. Le gars, il s'appelait Guy Banville, c'est des conditions extraordinaires. Il dit, écoute, assis-toi là, laisse-toi aller. Allez hop, interviens où tu veux. Quand tu veux. Ouais. Le résultat, laisse-le. S'il faut parler, lui, il va parler. Oui, oui. Je rentre. Puis là, évidemment, tu as un filet de sécurité. Le plus dur à animer, c'est quand tu fais toute la poutine, l'heure, la météo, qu'est-ce qui s'en vient, tout le fil conducteur. Mais si t'as pas ça à faire, t'as juste... Il te vient une idée, t'as fait, ben ça oui. marche. Et, là, et au mois de mai, on était numéro 1 en MFM, en seulement 3 mois. Moi, c'est que tu le savais pas, mais ça s'appelait un podcast. Grosso modo, c'est une dynamique un peu comme on fait. Effectivement, ouais. c'est ça. Mais entrecoupé de tunes, puis d'affaires de même. Mais c'était ça. Fait que ça a marché, mais j'ai jamais eu la pression de dire « Hey, on va te faire un show, il faut que ça marche. » Ça n'a jamais été ça. Okay. Fait que j'ai été placé dans des conditions extraordinaires pour ça. C'était... Je vais te dire comment je veux qu'on aborde la suite. Oui. Tu as tout fait. Ça fait que je vais commencer par te demander, c'est quoi un bon comédien? Après ça, on va parler d'animation. Après ça, on va parler de ton one-man show. Est-ce que tu écris? Oui. Bon. Oui. Fait qu'on va faire le tour de ça, mais Parfait. de l'intérieur de Patrice Lécuyer, toi, là, oui. c'est quoi un bon comédien? Un bon comédien, c'est quelqu'un qui s'oublie derrière la... Moi, je crois beaucoup, il appelle ça la catharsis, là. À un moment donné, tu viens, tu es sur scène... En tout cas, je te parle de comédien sur scène, là, c'est comme ça, c'est la même chose au cinéma, mais c'est 2 niveaux, je vais l'expliquer. Mais sur scène, à un moment donné, c'est comme plus toi, c'est comme toutes les répétitions, tout ce que tu as fait. Là, ton personnage y va, puis inconsciemment, tu joues, si c'est une comédie, tu joues avec le public, sinon, c'est avec le silence, parce que quand c'est bon, en dramatique, c'est un silence dans la salle. La qualité du silence, là, tu le vois tout de suite. Si tu joues un drame, puis tu entends tousser, puis tu entends des petits bonbons, ben, c'est pas bon. Okay. Quand c'est bon, là, je peux te dire une affaire, là, c'est... Tu entendrais une mouche voler. Alors, ça, un bon comédien, c'est quelqu'un qui va s'oublier puis qui va devenir, si tu veux, le personnage. Là, il appelle ça l'acteur studio. Il disait, tu vas dans tes... de théorie, là, mais moi, j'ai toujours pensé que tu pouvais très bien jouer. Il y a une ligue extraordinaire de Spencer Tracy, une jeune actrice qui avait dit « Quel conseil pourriez-vous me donner? » Ben, il dit « Écoute, arrange-toi pour une bonne chaise, oublie pas tes lignes, puis colle-toi pas ces meubles. » On fait semblant. Alors, un comédien, c'est quelqu'un aussi qui va construire un personnage. Bien, il y a différents types. Tu as des personnages, des comédiens qui vont complètement... Des comédiens de composition qui vont jouer quelque chose de différent d'eux autres. Puis tu as des comédiens qui vont jouer près d'eux aussi. Okay. Ça, c'est 2 choses. Mais je pense qu'un bon comédien, c'est ça. C'est quelqu'un qu'on oublie c'est qui. Sur scène, quand il va arriver, là, si tu joues mon père, quand tu rentres, ils ne verront pas Marc-André, ils vont dire « Ah, c'est le père du personnage. Okay. » Ça, quand tu es un bon acteur, c'est ça que ça fait. Les gens voient le personnage, ils t'oublient toi. Puis, t'avais-tu des trucs pour arriver à ça? T'avais-tu, outre des techniques de base, t'avais-tu... Il n'y a pas de technique de base. Non. Tu
sais, ça reste, tu joues. C'est comme quand tu es enfant, tu joues. Tu sais, je suis sûr, quand tu es à 6 ans, là, puis tu joues au docteur là, avec ta voisine, là, en dessous, là, puis bon, à moins que ce soit juste par intérêt, mais mettons, le docteur, c'est pas un bon exemple. Mettons, au garagiste. Tu joues au garage avec un de tes chums. OK. Bien, il y a un bout, tu te crois. Ouais, bonjour, monsieur, tu joues, tu te crois. Ouais. Tu y crois, puis tu te crois. Fait que ça serait ça, peut-être. Le moment, mais acteur, c'est ça aussi, tu te fais croire. Mais ça commence par toi-même, dans le fond. Ben oui, tu te fais croire, tu te fais croire à ton corps, à ton esprit, que c'est ça. Fait que quand tu joues, alors quand tu joues au théâtre, ben, tu vas jouer pour la 7e rangée, on dit, parce que faut que tu joues assez gros pour que le monde t'entende. Ben, pas trop gros, parce que les gens en avant vont trouver ça trop gros. Tu joues pour le milieu de la salle. Okay. Pas 7e rangée, tu joues pour le milieu de la salle. Fait que tu vas plus projeter. Tu sais, tu vas rentrer, tu vas dire « Hey, je suis content de te voir! » Alors, il faut qu'il y ait une technique à travers ça pour... Bon. Alors qu'au cinéma, c'est absolument pas. On dit « La caméra vient te chercher. » Alors, il ne faut pas que tu joues, là. Il faut juste que tu sois... Les acteurs, ils font rien. Là. D'ailleurs, quand tu commences à jouer des acteurs qui ont un grand talent, tu as l'impression qu'ils jouent pas, qu'ils font rien. Ils te parlent, mettons, on se parle comme ça. Là, parce que on a une conversation, tous les deux, sur une scène. Ça va dire, écoute, Marc, moi, je te dirais que... Bon, ça va être comme ça. Okay. Mais si on joue au cinéma, la caméra vient te chercher. Fait que la caméra, elle peut être à côté de toi de même. Ouais. Fait que moi, je peux pas te faire en gros plan, là. Hein? Ouais. Ça se fait pas, là, tu sais. Ça va être juste... À l'écran, ça va être juste... Tu vas avoir juste... faut que ça soit vrai. Okay. Tu es beaucoup plus près de la vérité quand tu joues, surtout au cinéma. Sinon, on va venir te chercher, la lentille vient te chercher. Donc il faut que tu ressentes vraiment les émotions. Puis là, un bon acteur, c'est quelqu'un qui a des... Tu sais, quelqu'un... Il y a des acteurs là, qui vont pleurer à l'écran, tu vois les larmes couler, ça te touche pas. C'est technique, tu sais. Pleurer, ça peut se faire sans. Puis tu as des acteurs qui vont te bouleverser en étant en riant ou en pleurant, ou en étant juste touché. Des fois, juste un regard, tu vas sentir qu'ils sont émus. Puis c'est où la proportion de talent versus quelque chose qui se travaille? Bien, je te dirais que c'est 150 % de talent, puis 150 % de travail, c'est la même chose. Non, mais c'est parce qu'un acteur de talent non, qui mais tout le monde pas... ne peut pas y arriver, tu es d'accord avec moi? Ah non, acteur, là, tu l'as. Des affaires. Tu l'as, oui, c'est ça, mais ça te prend le talent. Comme humoriste, ça prend, tu peux apprendre l'écriture en humour, tu peux apprendre... Mais un acteur, tu ne peux pas lui montrer être bon. Là. Il a un talent au départ, puis là, tu peux l'aider à exprimer son talent. J'avais passé un atelier super intéressant avec un gars qui s'appelait Warren Robertson. C'est un gars qui avait travaillé avec Marlon Brando. Il était venu faire un atelier à Montréal. Des grands acteurs américains. Puis lui, il avait dit... Un personnage, tu sais, la haine, c'est la haine. L'amour, c'est l'amour, c'est tout pareil. La construction du personnage, c'est comment ton personnage va laisser sortir cette émotion-là. Quand on est jeune, un enfant arrive, vient te voir, il pleure, tu dis, veux-tu un cornet? J'arrête de pleurer. Il est content du cornet. Ça va, tu sais, l'émotion circule. Ouais. Et en vieillissant, on dit, non, pleure pas, on fait pas ça. Alors, les émotions circulent moins. Okay. Alors, la construction du personnage, c'est, par exemple, un roi, qui physiquement qui va toujours être comme ça, puis qui ne peut pas se permettre rien devant... on parle des pièces de l'époque, bien sûr. Bien, lui va laisser transparaître sa haine. Il va tout masquer. Alors que quelqu'un qui est plus extraverti, ça va être autre chose. Alors, l'émotion est la même, c'est comment tu as fait circuler. Et il dit, là, et ça se fait beaucoup au niveau du corps. Là. Il prenait tout le temps quelqu'un dans la salle, il faisait jouer une scène. Puis là, il disait à la fin de la scène, il demandait à l'acteur ou l'actrice, bon, c'est quoi qu'est-ce que tu as de la difficulté? Avec quoi as-tu de la difficulté dans cette scène-là? Puis là, l'actrice, mettons, disait, moi, c'est la rage, j'ai de la misère avec la rage. Elle dit, OK, parfait. Là, il disait, OK, regarde-moi, puis arrête pas de respirer. Parce que quand, dans la vie, souvent, on va arrêter de respirer pour bloquer, ou on va, physiquement, on va mettre nos mains en dessous de nos... Tu sais, on va bloquer l'émotion, sans s'en rendre compte nécessairement. Okay. Et là, il dit, OK, parfait. Alors, qu'est-ce qui t'enrage dans la vie? La fille avait dit, mon oncle. Il dit, pense à ton oncle. Okay. Non, mets pas tes mains en dessous de tes... Et physiquement, il l'empêchait de se protéger. C'est malin. Puis elle m'a amené au bout de, 45, 50 secondes. C'est j'ai des frissons aujourd'hui. Le cri qu'elle a sorti de rage, j'ai fait... Wow! Ouais. Tu sais, ce gars-là... Il s'agissait juste de la débloquer, dans le fond. Oui, c'est ça.
Alors là, évidemment, il faut que tu reproduises ça quand c'est le temps. C'est le fun de le faire avec un Sur coach. commande, là. Mais l'important, c'est de le faire quand la Kodak. Dans 3, 2, 1, c'est de te concentrer et de faire ça. Tu sais. Ouais. Alors les grands acteurs, les grandes actrices, ce sont des gens qui sont capables de laisser circuler les émotions, les vraies émotions. Ils ne vont pas faker. Ils sont capables de te regarder, puis juste dans le regard, tu vas sentir, oh, ils sont fâchés, ils sont émus. Des fois, juste un changement dans l'œil. Ouais, tu sais. ouais. C'est quoi l'impact? Parce que j'ai toujours dit, moi, que je parlais de ça avec Ricardo Troggi. On appelle ça le réalisateur au cinéma, mais dans le fond, il fait 2 jobs. Il fait un job qui est technique, c'est-à-dire, Denis Arcand disait, résumer, être réalisateur, c'est répondre à une question, où est la caméra? Donc, tu sais, il y a un aspect technique, mais il y a aussi la direction d'acteur. Oui. Puis pour moi, c'est 2 métiers que, ironiquement, c'est comme si, par définition, tous les réalisateurs sont bons dans les 2, mais moi, j'y crois pas. Ah non, non, pas Bon. non. Fait que c'est quoi l'influence que le réalisateur ou le metteur en scène, on reste dans le volet comédien, a sur ton jeu final? Bien, au départ, le bon réalisateur va te choisir parce qu'il aime ce que tu peux faire, puis il te fait confiance. Okay? Il y a une vision du personnage, bien sûr, mais il va aller beaucoup exécuter. Alors, instinctivement, il va te faire confiance, mais il va pouvoir te dire, par exemple, moi, je me souviens dans le Parrain, c'est le réalisateur avait dit il y avait un acteur qui avait, je pense, c'est Robert Duvall, qui avait de la difficulté avec une scène. Il dit, écoute, quand tu commences la scène, là, tu arrives à la fin, tu es très ému, mais j'aimerais ça que tu commences la scène, que tu sois là. Okay. Il n'était pas capable. Il dit, on va faire ils ont des moyens là-bas. Hein. Fait qu'il avait fait doubler le magasin de bobines, à ce temps-là, on tournait en 35 mm. Puis il avait dit, là, tu vas la faire. Quand tu arrives à la fin, reste dans cet état-là, puis commence. Refais-la une deuxième fois. Refais-la une autre fois. Alors un bon réalisateur, un bon metteur en scène, c'est quelqu'un qui va te mettre dans disposition. C'est d'abord quelqu'un qui va t'aimer pour ce que t'es, qui va aller avec, qui va te guider dans ce qu'il veut faire, qui va te guider dans où il veut aller, qui va t'accompagner si tu veux. Il y en a qui sont très directifs, qui vont dire hey, fais-moi ça, fais-moi ça. D'autres qui vont vraiment vas-y comme tu le sens, vas-y. Si tu le sens comme ça, OK, vas-y. Mais à partir du moment où tu travailles avec des grands acteurs, c'est un échange. Il y en a qui sont très directifs aussi. Woody Allen, c'était de l'impro. Hein? Les comédiens n'avaient même pas le scénario. Tu sais. Hein? Ils commençaient à jouer, puis ils ne savaient pas ce qu'ils jouaient. Sans blague. Puis ils arrivaient, puis ils disaient on va faire ça. Puis il y avait beaucoup d'impro. Là. Beaucoup de ces films, c'est presque tout de l'impro. Wow. Il y a 1000 manières de faire ça. Ouais. Il y a des... Avec qui, toi, tu t'accoquinais le mieux? C'était quoi le type de réalisateur ou de metteur en scène avec qui tu te disais, OK, là, vraiment, ça optimise mon jeu? Moi, je me souviin, je pense que la fois que j'ai été le meilleur dans ma vie, on ne l'a jamais vu, c'est une audition que j'ai faite pour un film avec Paul Baillargeon. Okay. Puis je me souviens qu'elle était venue se placer, elle s'était assise devant moi, comme ça. Okay. Alors, le Kodak était à côté d'elle, tout ça. Puis elle me parlait, puis là, donc, c'était comme tout, c'était en gros plan. Ouais. Puis là, elle me disait... elle me parlait du personnage. Puis écoute, il n'y a plus rien qui existait. J'étais juste seul. Puis elle dit, OK, dis-moi le texte. Mais dis-moi juste à moi comme ça. Juste. Écoute, moi, je n'ai jamais été aussi bon que ça. Il m'avait d'ailleurs offert le rôle. Puis je ne pouvais pas à cause de l'horaire. Okay. Je regrette. C'était quoi le film? C'était une occasion manquée. Ah, c'était... Je me souviens pas, mais c'est un gars qui si je me souviens bien... Le film a eu lieu, là? Le film a eu lieu, okay. Tout ça, oui. Ben, ça fait longtemps, ça. C'est des années... début 90, fin 80, en tout cas, peu importe. Mais c'était un beau rôle. Qu'est-ce que le film m'a donné? Je ne sais pas, parce que je n'ai jamais osé aller le voir. Parce que non, je ne veux pas. Puis, j'étais super hot. Mais ça dépend des gens. Il y a des gens qui sont très... ils te laissent aller. D'autres qui sont plus directifs. Il n'y a rien de pareil. Maintenant, L'Écuyer. Comment c'est arrivé le projet de talk show? 7 ans d'un talk show, moi je l'ai écouté souvent. Oui. Tu jouais au Monument National? Oui, les 5 premières années, oui. OK. Ouais. Puis après, au studio de Radio-Canada. Ce qu'on n'aurait pas dû faire. Mais, comment la genèse du projet, c'est quoi? Bien, moi, je me souviens... Tu sais, on est encore à l'époque où il n'y a pas de jeunes animateurs à la TV. Là. Ouais. Ça commence, là, j'ai commencé à faire les détecteurs de mensonges 5-6 ans avant. Il commence à y avoir déjà des animateurs, mais un talk show avec un jeune, ça n'existait pas. OK. Puis je me souviens, j'avais dit... Pourquoi tu penses, en passant? Pourquoi? C'était ça. Oui, mais... Bien, ça prend l'expérience, ça prend... la théorie, c'était ça. Il faut avoir une certaine culture, il faut avoir de l'expérience, il faut former les jeunes dans des trucs périphériques. Puis après, une fois qu'ils sont prêts, on ne peut pas amener des jeunes à l'écran. C'était la théorie de l'époque. T'sais. Fait que... moi, ma vision de l'Écuyer, c'était
je regardais tout ce qui se faisait, par exemple, aux États-Unis. Il y avait Letterman qui faisait un show extraordinaire, des trucs qui s'adressaient aux jeunes. Puis, je me retrouvais pas beaucoup dans la télévision. Ben, ça même affaire aujourd'hui. De tous les temps, c'était comme ça, tu sais. Alors, j'aurais eu envie qu'on parle de trucs qui me ressemblent plus. T'sais. Fait que j'ai dit, OK, je vais le faire, mais je vais le faire, puis on va parler de trucs que moi viennent me toucher. Ça ne veut pas dire de ne pas recevoir les grands chanteurs, mais je me souviens, la première émission, c'était Patrick Huard, qui était un jeune humoriste à ce moment-là. C'était Tenzin Sherap, qui était supposé être le prochain Dalai Lama. Calvaire. C'est un Québécois. OK. Puis tout le monde se demandait, est-ce que c'est lui le prochain Dalai Lama? OK. Et Macha Grenon, qui était une jeune comédienne. Oui. C'était ça, et toi, là. On ne recevait pas Gilles Vigneault, là. On ne recevait pas Jean-Pierre Ferland, on ne recevait pas, tu sais. C'était vraiment, là... C'était un 30 minutes ou un 60? C'était 1 heure. Non. C'était 1 heure. Okay. Puis c'était la première fois, en plus, moi, je disais, on peut pas, vu qu'on fait 1 fois par semaine, on peut pas faire... il ne peut pas y avoir de flasage des entrevues. On ne peut pas aller n'importe où. Il faut que ça soit dense. On est juste... Alors, c'est la première fois qu'une émission de variété, en tout cas d'interview, était montée. Alors, on faisait du montage. OK. Donc, tu prenais du lousse pendant l'entrevue. Pour une entrevue, mettons, de 10-12 minutes. Puis des fois, je faisais 20 minutes. J'avais juste trois invités. On parlait longtemps. Par rapport à aujourd'hui, tu regardes les talk shows, ils ne parlent pas au monde longtemps de même. Ils parlent au monde 5 minutes, parce que oui, on en prend un autre. Mais moi, c'était plus long dans ce temps-là. Puis on montait. Ce qui veut dire qu'on gardait vraiment... le jus. Puis il y a certains invités, en plus, qui devaient penser que je faisais des AVC pendant... Parce que moi, des fois, il se passait quelque chose dans l'entrevue, tu sais, puis je savais que c'était pas bon. Fait que j'écoutais. Puis là, je faisais une grande pause. « Hey, écoute, est-ce que tu... » Puis des fois, je rembarquais sur quelque chose de semblable, parce que j'avais déjà demandé, mais je les amenais ailleurs. Parce que je savais que si on avait fait là, on le ferait pas. OK. Et j'ai pris des chances sur bien des trucs en disant, il y a bien des gens qui n'étaient pas connus du public qu'on recevait. Puis je me disais, regarde, on ne les passe pas si c'est pas bon. C'est pas grave. Ouais. Fait qu'on a fait des hits extraordinaires, mais on a eu des choses. Ma grande déception, c'est que j'avais fait une émission avec le grand Antonio. OK. Puis pas de l'écuyer, mais on a fait une émission, puis j'avais parlé avec lui, puis là, il m'a parlé de sa vie. Il a une vie extraordinaire, une vie bouleversante, c'est triste. Il se sentait comme un animal de cirque. Il avait toujours l'impression qu'il fallait qu'il fasse des trucs, tu sais, des autobus avec ses cheveux, avec sa langue, whatever, parce que sinon, le monde ne le considérait pas. Puis il m'avait touché beaucoup. Puis j'avais dit à la gang, j'aimerais ça interviewer le grand Antonio. Mais regarde, on ne l'annonce pas, rien, on le fait. Puis si c'est pas bon, on le coupe. Parfait. Fait que, écoute, il ne fait même pas rentrer dans nos chaises. Écoute, il devait peser 700 livres. Sérieux, il était vraiment on avait mis immense. il était grand et Okay. on avait mis un banc de parc. Il était rentré. Okay. Mais là, il était parti dans le freak show. Là, OK. fait que j'étais triste, puis on ne peut pas faire ça. On Ouais. n'a jamais passé. OK. Mais si j'avais réussi à aller chercher l'essence de ce gars-là qui était extraordinaire, j'aurais tellement aimé ça. Là. Alors, c'est quoi un bon animateur? Un bon animateur, c'est quelqu'un qui va comprendre ce qui intéresse le public et qui va aller va mettre l'invité dans le bon état pour lui faire ressortir ce que les gens veulent savoir. À chaque fois qu'on faisait une interview, on a le temps, on a un show par semaine. On se disait, OK, mettons, on reçoit, je sais pas, Martin Matt. Bon, qu'est-ce que le monde veut savoir de Martin Matt? Et là, on peut passer 2 heures là-dessus, 3 heures, parce qu'il a fait des interviews, il a fait des trucs. Ben, on va pas lui demander ce qu'on lui demande tout le temps. Non. Qu'est-ce qui serait le fun? Ah oui, tu as raison. Oui, ça, les gens aimeraient savoir ça. Oui, ça. Fait qu'on montait l'entrevue comme ça. Donc, j'avais un plan d'entrevue. Je partais, puis je te dirais, 60% du temps, ça s'en allait ailleurs parce que l'invité nous amenait sur quelque chose de souvent plus intéressant qu'on n'aurait même pas pensé. Ouais. Alors, le bon animateur, c'est quelqu'un qui écoute et qui va suivre l'invité. Ce qu'il y a de plus mortel, c'est un animateur qui est dans sa tête, qui pense à sa prochaine question puis qui ne t'écoute pas. Fait que tu lui dis quelque chose d'extraordinaire, mettons, là, de super intéressant, que tu penses intéressant, puis lui, une fois que c'est fini, il passe à d'autres choses. Donc, absolument. Ça n'a pas résonné. Là, c'est que là, tu penses que c'est toi qui n'es pas bon, que ce que tu as dit, c'était plate. Ouais. Tu es convaincu que ce que tu viens de raconter là, c'est juteux, c'est intéressant, puis ça va sur d'autres choses. Ouais. Ça, c'est dur. Alors, c'est quelqu'un qui écoute beaucoup, puis qui va mettre la personne en confiance et qui ne va pas juger la personne. Moi, il y a des gens qui sont difficiles à interviewer. Moi, je trouve je les trouve pas difficiles. Par exemple, il y a beaucoup de gens qui disent « Oh, Jean Leloup, moi, c'est parmi les plus beaux entrevues que j'ai faites de ma vie. » C'est vrai? Ah oui, parce que moi, je l'aime, Jean Leloup. Et jamais... Moi, c'est un artiste monumental. Alors, quand je le recevais, j'étais honoré de le recevoir, puis je le mettais dans des conditions pour
faire l'entrevue parce que ça m'intéressait, puis je ne jugeais pas, puis jamais j'avais ah, bon, c'est n'importe quoi ce qu'il dit. Des fois, il partait, tu sais. Mais moi, j'embrasse cette espèce de folie-là. Alors, j'ai des grands moments avec lui. Des colocs aussi. Ouais. Il était flyé, Dédé. Ah ouais? J'adorais faire des entrevues avec lui. Là. Les gens m'en parlent encore aujourd'hui parce que c'est sur YouTube. OK. Ils m'en parlent encore. Mais je pense que c'est ça. Je pense que j'ai réussi à faire des bonnes entrevues, des fois, des bonnes entrevues. Clairement. Longtemps, parce que on réussissait. Il y avait une grosse préparation. C'est une énorme préparation. Mais, tu sais, puis il faut que tu ramènes tout en 15 minutes, 12, 15, 18, ce qui est beaucoup aujourd'hui. Maintenant, c'est 5 minutes, 7 minutes. C'est un non-sens, ça. Heureusement, c'est pas pour rien que les gens aiment les podcasts, là, parce que là, tu parles de plus que... Ouais. Tu parles de plus que les choses... C'est quoi ton entrevue la plus mémorable? Que j'ai fait, moi? Oui. Je pense que... je sais pas si c'est la plus mémorable, mais c'est celle dont je suis le plus fier. C'est Bernard Tapie, le financier français qui était venu. Qui a été ministre, en plus. Oui, il avait l'Olympique de Marseille. Il avait été pris dans un scandale. Il avait joué dans un film de Lelouch. Il était extraordinaire. Puis tout le monde était venu, puis tout le monde l'avait ramassé parce que c'est Tapie, c'est ici. Et moi, je l'avais trouvé vraiment très bon. Okay. Puis il avait vraiment fait à peu près partout avant de venir faire mon talk show. Fait que je m'étais dit, on va aller ailleurs. Mais qu'est-ce qu'il venait faire? Il faisait la promotion du film de Lelouch. Ah, OK. Le film dans lequel il jouait. Oui. Alors, il vient, il rentre, et je n'ai que de l'admiration pour ce gars-là. Et Tapie, c'est une bête de scène. C'est un rockstar médiatique en France. Les gens étaient terrorisés. Les gens, écoute, devant lui, il a détruit des journalistes. Ah oui, il y a des journalistes qui ont l'air fous, là, terrible. Alors moi, je l'ai pris vraiment en disant que d'abord, je l'ai trouvé remarquable dans le film. C'était impressionnant et tout ça, tu sais. Et là, il a voulu jouer aux Français, là, qui, lui, est dans le pays du tiers-monde avec une gang de caves, là, devant le public en plus. Oh, il était très... Et avant son entrevue, j'avais reçu Jean-Luc Mongrain, puis j'avais fait quelque chose en face du bureau, puis pour revenir, j'avais sauté par-dessus mon bureau. J'avais mis une main par-dessus le bureau, j'avais sauté par-dessus le bureau, je m'étais rassis, puis j'avais continué l'entrevue. Alors lui, d'une prétention Tapie, de hautain, me dit, écoutez, je suis désolé, vous avez sauté sur votre bureau, là, vous pouvez me le refaire? Mais très, très, très baveux. Ouais. Ben, je dis, je vais vous le faire si vous le faites vous aussi. Puis je sentais qu'il y avait une haleine d'alcool un petit peu. Tu sais. Il était un petit peu gagé, je pense. Okay. Tu sais. Fait que je dis, bien sûr, moi, je fais ping, ping. Ping, pouf. Fait qu'il fait, rire. Non, je dis, non, tu n'en sortiras pas. Là. Tu vas sauter toi aussi. Là, le monde, devant, il y avait 700 personnes dans ce temps-là. Ouais. Wow! Là, lui, il était pogné. Il a sauté, il a failli se casser ailleurs. Sérieux? Il s'est rassis. Là, il avait l'air fou. Ouais. Là, ça riait dans la salle. Là, ça riait. Puis là, j'avais demandé. Puis à un moment donné, il m'interrompt. Je dis, excusez-moi, vous me faites penser à Bouvard. Je dis, pardon? Vous me faites penser à Bouvard. Je dis, c'est qui ça? Il dit, vous connaissez pas Bouvard? Philippe Bouvard. Oh! Dans la salle, le monde laissait, tu sais. J'ai dit, non. J'ai dit, écoutez, on connaît à peine Tapie. Alors Bouvard. Et là, il est devenu terrorisé. Et là, j'ai joué avec lui là, comme un chat, avec une souris. Là, tout là. Et je dis que c'est ça parce que son attaché de presse était en coulisses, puis était là. Je ne peux pas croire. Est-ce que je peux avoir une copie? Il faut que je montre. J'ai jamais vu Tapie comme ça. J'ai jamais vu Tapie. Est-ce que je peux avoir une copie, montrer ça à mes copines en France? Je ne l'ai jamais vu. Oh, il est fort. Il est fort, votre animateur. Oh, alors, j'étais content. J'étais tellement heureux, là. Puis pourtant, je n'avais pas commencé l'entrevue dans ce but-là du tout. Non. Je l'adorais. Ben oui. Mais là, je regarde, tu ne verras pas de Il est venu, il est venu te gosser. Là. Ah, il est venu nous gosser, tout le monde, collectivement. Ouais. Puis c'est tes autres gigs d'animation, par exemple les quiz, tout ça. C'est quoi ton rapport à ça? Parce que je parlais justement avec Pierre Hébert qui disait, il y en a qui snobent ça. Moi, au contraire, je trouve ça malade. Évidemment, bien entendu, je me doute, tu vas pas dire que tu as snobé ça, mais c'est quoi ton rapport à ça? C'est très drôle parce que les gens snobent ça parce qu'ils veulent pas avoir l'air fou. Parce que je te dirais que le show que je fais maintenant, Silence on joue, tout le monde vient. Ouais. Alors qu'avant, il y a bien du monde qui ne venait pas. Puis là, en parlant avec le monde, tu te rends compte, il y avait la petite école dans l'Union fait la force. Tu te posé des questions de première année, deuxième année. L'artiste, souvent, il pochait à deuxième année. Puis là, il faisait rire de lui. Puis il y a bien des acteurs et des actrices qui ne voulaient pas y aller à cause de ça. Tandis que le Silence on joue, ça va tellement vite, ça va tellement dans tous les sens que c'est dur d'avoir l'air fou. Donc, les gens viennent quand même. Et pour moi, c'est du plaisir pur et simple. Et
c'est Patrice Robitaille qui avait expliqué à un moment donné, et j'ai trouvé ça, et c'est vrai, dans la vie, il faut que tu te fasses voir. Il y avait un trou dans sa carrière. Il vient faire l'Union fait la force, justement. Et au même moment, Michel Tremblay, qui regardait tout le temps l'Union fait la force, il est en Floride, et c'est Serge Denoncourt, le metteur en scène, qui est chez lui. L'Union fait la force joue. Il regarde l'émission, puis il fait « Hey, il dit, Robitaille, ça ferait un bon Cyrano de Bergerac, ça. » Il l'appelle, il le rencontre, il le fait. Incroyable. Il a fait Cyrano de Bergerac parce qu'il a fait l'Union fait la force. Oui. Alors, à partir de ce moment-là, j'ai dit, dans ce métier-là, faut que tu te fasses voir. Faut que tu... Puis les jeux, étonnamment, c'est très révélateur. Hein, parce que tu vois vraiment la personnalité des gens, les mauvais perdants, les bons perdants, les gars généreux, les gens qui sont complètement... Ah ouais, ah ouais? Non, ah ouais, tu le vois. OK. Parce que tu le regardes à tous les jours. Là, puis, les gens oublient les caméras, puis ça joue comme si c'était dans le salon. Ouais. Fait que le public aime ça beaucoup parce que c'est très, très, très révélateur Puis toi, c'est quoi ton... Moi, c'est du plaisir pur et simple. Mais oui, mais t'abordes ça comment? J'apporte ça comme c'est le fun. Je m'en vais jouer, je m'en vais m'amuser, là. OK. Il y en a qui vont au golf, toi, tu fais ça, là. Ah, non, jouer au golf, ça m'emmerderait. Mais je m'en vais vraiment rire. C'est comme si j'allais rire avec mes chums. OK. M'en vais là, puis c'est toujours drôle, puis c'est plaisant. Puis le jour où je trouverais pas ça drôle, il faudrait que j'arrête. Parce que le monde s'en rendrait compte. Puis tu veux pas ça. Mais tu t'es jamais tanné de ça? Ah, tabarnouche. Je pense pas qu'il faudrait, là, comprends-moi bien. Non, je sais bien. Mais il faut dire qu'il y a tellement de jeux différents. Là, c'est rarement la même affaire. Ouais. Ça bouge beaucoup. Okay. Le même jeu, la même affaire tout le temps, je sais pas si je serais... je pourrais pas faire 10 ans comme je fais là. Non. Mais j'ai fait 14 ans silence de l'Union fait la force parce que c'est tout le temps des jeux différents. Ouais. Tout le temps j'aime ça. Moi, je m'amuse. Puis c'est relativement pas énormément de temps. On tourne une semaine en un après-midi. Aïe, c'est même formidable. C'est pas time consuming. Non. C'est pas à chaque jour dans l'agenda. Non, absolument pas. Non. Ouais. Non. Wow. Alors, tantôt, tu m'as dit, puis je ne savais pas ça, que tu écrivais. Oui. T'écris... j'ai écrit pour le spectacle. Bon, vas-y. Oui. Ça m'intéresse beaucoup. J'ai écrit le show avec Nicolas Lemay, mais avant même de faire le show, je parlais avec Nicolas, puis je disais, j'aimerais ça faire un show. Est venue où sur l'idée? scène. Commençons aussi par ça. C'est ça, l'idée, c'est ça. Je disais, j'aimerais ça faire un show. Okay. Faire un show d'humour, j'aimerais ça montrer ça sur scène, tu sais. Puis là, je me voyais pas arriver du stand-up pur et dur, là. Tu sais, bon, quand si tu es fatigant quand tu vas à la pharmacie, puis le monde, ils sortent pas leur charge. Je sais pas, tu sais. Je veux pas dénigrer du tout, là, ça, mais il y a tellement de monde qui le font tellement bien. Je me voyais pas arriver, moi, après, puis prendre des... Je te suis. J'étais pas là. Puis c'est Nicolas qui dit, moi, dans la vie, quand je fais des émissions de télé, il y a du monde qui vient de faire mes shows, ils me disent en grande partie parce que durant une pause, tu nous comptes des histoires du showbiz, puis on capote là-dessus. On aime ça, on rit, ça n'a pas de bon sens. Des trucs sont arrivés. Et il m'est arrivé moi-même, personnellement, professionnellement et personnellement, des choses qui n'ont pas de bon sens dans ma vie. Et il dit, tu devrais raconter ça. Je dis, tu veux que je parle de moi? Comme ça, il dit, oui, je suis sûr que le monde aimerait ça. Fait qu'il me fait rencontrer Marc Gélina, qui fait la mise en scène. Oui. Il dit, là, on parle avec Marc. Là, Marc, Patrice raconte à Marc ce dont tu parlerais. Exemple. Je lui raconte des trucs. Il était là, il dit, Patrice, tu l'as ton show, là, c'est ça qu'il faut que tu racontes au monde. Alors, j'ai été voir Éric Young, je suis entourage. Je me suis assis avec en disant, écoute, ferais-tu un show avec moi? Puis 2, penses-tu que ça intéresserait le monde? Tu sais? Puis il me dit, moi, je pense que oui, puis avec enthousiasme. Dans ce métier-là, quand le monde t'aime, là, c'est tellement rare, c'est fantastique. Tu sais. Fait que là, j'ai dit, OK, alors c'était vraiment un acte de foi. J'ai dit, OK, je vais parler de tout ce qui m'est arrivé. Alors, on a monté, on avait quasiment 2h30 de show. Puis on a répété. On est allé, on est rendu à 50 shows de rodage. On avait fait 55 avant la première. T'es-tu toi-même surpris de la réaction au départ? Ben oui, là, c'est ça. Alors, il y a plein de choses que tu dis, OK, par exemple, tout ce qui est théâtre, j'ai beaucoup de trucs en théâtre. Je me rends compte que les gens n'ont pas la référence. D'abord, j'ai fait du théâtre il y a 30 ans. Fait que les comédiens, le monde les connaissent pas. C'est sûr que Muriel Millard, moi, mes abonnés, je suis pas certain. Ouais, bien ça vend moins, ça, Muriel. non, mais quand même, mais t'as raison, tu sais. Mais tu sais, Guy Provost, tu sais, Jean Duceppe, les jeunes, ils ont entendu le nom, mais ils ne savent pas c'est qui. C'est ça. Ça pas, tu sais. Alors, c'était toute la portion théâtre. Alors, je suis allé plus dans mon enfance à moi, parce que tout le monde, on a toute une enfance. On peut se reconnaître. Puis après ça, tout le parcours que j'ai fait, j'ai pris pour acquis que les gens avaient grandi avec
moi en télévision, puis moi, j'ai grandi devant le monde en TV. C'est très vrai. Fait que c'est à travers tout ça que je raconte les coulisses, je raconte comment moi je l'ai vécu, je raconte des affaires qui n'ont pas de bon sens qui me sont arrivées à cause du show business. Et c'est pas tout à fait chronologique, mais presque. Là, c'est tout ça, toutes les choses, que des trucs qui sont arrivés dans le bye-bye. Pas ce qu'on a vu, mais comment ça s'est passé en coulisses, comment on a convaincu le monde. Puis, on a l'impression, dans le métier, on a l'impression quand on parle de ce qui se passe à Hollywood, les affaires, on entend des amis qui travaillent là, puis ils nous disent hey, ça s'est passé comme si, on trouve ça fantastique. Mais le public aime ça aussi, ce qui nous arrive à nous autres. Ben oui, c'est sûr. Puis même entre nous autres, parce que moi, pour que le monde vienne faire mon show juste pour entendre mes histoires ouais. d'impose, Ben oui. fait que quand je fais un jeu, fait que donc c'est ça. Que t'es allé le moins loin possible pour faire ce show-là. Oui. Tu ne pouvais pas être plus proche que ça. Ah ben, c'est littéralement des histoires qui te sont arrivées. Puis il ne peut pas ressembler à personne d'autre, ce show-là, parce que c'est ce qui m'est arrivé à moi, c'est pas arrivé à d'autres mondes. Oui. Puis il y a même un certain moment, c'est capoté, parce qu'il y a un certain moment donné, tu as travaillé en humour, tu le sais, tu sais, moi, je suis un raconteur, vraiment. Puis à un moment donné, on rajoutait des lignes qui marchaient, mais on se rendait compte que le monde ne croyait plus à l'histoire, il pensait que c'était un sketch. Ah. Fait que tu fais, OK, l'espèce de côté fantastique de ce qui se passe est plus intéressant que c'est sûr que c'est drôle, là, tu sais, mais tu pourrais y aller avec un rire. Puis là, le monde, après ça, c'est parce que le numéro marche, puis après ça, quand tu commences la prochaine histoire, le monde fait OK, ben, il a inventé ça. C'est que c'est plus, tu bonifies plus, tu pollues. Exactement. Exactement. Fait que je suis très, très, très content. Là, on est rendu pas mal au produit fini. Fait que ça marche. J'avais des trucs, j'en parle souvent, ça, mais moi, j'avais un numéro comme Grégory Charles. Tu sais, Grégory Charles, lui, il demandait des tunes au monde, puis il les jouait. Fait que moi, j'avais un numéro, je disais, OK, donnez-moi des noms, on va vous conter des histoires. Et là, ça sortait, là, tac, 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 tac. Le monde riait. Pour bout d'une coupe de show, Marc Gélina, il vient me voir, il dit, là, il dit, Patrice, là, il dit, avec les réseaux sociaux, il dit, vis-tu bien que ça? Je dis, quoi? C'est parce que là, tu viens de dire que telle actrice, c'est une voleuse. Tu viens de dire que tel acteur... non, je ne vais pas dire, mais c'est ça. C'est ça pareil. Il y a quelqu'un, il n'y a plus de démaquillage du Canada. Non. Puis là, quelqu'un m'a donné une personne. Je dis, ah oui, écoute, c'est à cause d'elle qu'il n'y a plus de démaquillage du Canada. Ouais. Parce qu'il y avait une grosse sacoche pour les peaux vides, puis elle faisait le tour de toutes les salles de maquillage. Elle ramenait ça chez eux. Il dit, parce que tu viens de traiter de voleuse. J'ai fait, ouais. puis plein d'affaires même, tu sais, des trucs que tu dis, oh, OK, je peux pas compter, j'ai compté ça. Mais non. Je peux pas. Fait que là, et c'est sûr que toutes les entrevues que j'aurais faites, après, le monde, c'est ça qui m'aurait parlé. Le monde vient de voir le show. Hey, tu sais, c'est vrai que. Je suis allé voir Patrice Lécuyer. Il dit que. Là, j'aurais justifié ça. Ça aurait été juste ça, le show. C'est sûr que ça aurait marché. Hey, ça marchait. Mais en même temps, tu sais, c'est un peu. Que dans une soirée, entre amis, tu racontes des choses qui sont arrivées, c'est une chose. Mais puis même dans une salle, c'est une chose. Mais là, si ça fait le tour du Québec, après, là, ça a une ampleur que tu ne veux pas avoir. De un, puis deuxièmement, ce que j'entends aussi, c'est que ça ne te tente pas d'avoir ce label-là. Non. La bitch, là. Non. Il y a drôle et il y a bitch. Exactement. C'est ça. C'était drôle. Ah, ça, j'en doute. Alors, ça sortait, là. Bang, 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 bang. Même me surprenait des fois. Mais bon. Tu m'as pas parlé de bye-bye. C'est quoi l'expérience d'un bye-bye? D'abord, est-ce que tu penses que c'est complètement différent aujourd'hui que quand tu le faisais? C'est différent, oui, parce que c'est pas en direct, là. Mais le bye-bye, c'est quand même extraordinaire. Parce que quand j'ai commencé à faire le bye-bye, moi, il y avait... Tout le monde s'arrêtait pour voir ça. C'était le gros show d'humour. Il n'y avait pas de show d'humour à TV, là. Fait que ça faisait fort. Après ça, il y a eu les bye-bye en direct. C'était extraordinaire. Mais tu regardes les bye-bye d'aujourd'hui qui ne sont pas faits en direct, les codes d'écoute sont faramineuses, probablement plus grandes qui étaient même dans le temps, alors que tu n'avais rien d'autre. T'sais. Alors, c'est sûr que moi, personnellement, je trouve que la comédie devant public, ça ne peut pas se faire autrement. Les shows d'humour américains, il y a du public. T'sais. Alors, des shows montés d'humour, c'est tough en maudit. C'est de l'ouvrage. C'est l'émission la plus écoutée de l'année. Ah oui? Puis je suis pas en train de dire que c'est moins bon. Mais donne-moi des illustrations de comment ça se passait, là, vu que, surtout devant public, ça m'intéresse. C'était quoi la mécanique? Ça se préparait 6 mois d'avance? Oh non, on commençait à travailler 9 mois d'avance. 9 mois d'avance, puis à peu près 45 de ce qu'on préparait, on le laissait tomber, parce que le bye-bye, puis c'est encore la même chose aujourd'hui, le bye-bye, c'est les moments marquants de l'année. Et tu te rends compte que tout le monde a oublié
Ben, exact. Les moments des 6, 7, 8 premiers mois, à moins d'une crise d'Oka, mettons, là, les gens vont s'en rappeler, mais sinon, là, une crise du verglas, tu vas t'en rappeler, mais des trucs... Puis quand j'ai commencé à faire ça, moi, avant que j'arrive, il y avait beaucoup de politique. Puis moi, j'ai une discussion qui rentre là-dedans. Je dis, on peut-tu parler d'autres choses politiques? Là, parce qu'à un moment donné, là, on ne suit pas ça tant que ça, la politique. Alors, donc, alors, tu répétais des trucs. Dans ce temps-là, il n'y avait pas de rodage. Tu les faisais pour la première fois devant le public. Alors, le premier bye-bye en direct, c'était la folie. J'ai jamais vu un plateau avoir une tension nerveuse comme ça partout. Tout le monde était comme des cordes de violon parce que la difficulté du bye-bye, il faut arriver à minuit. Ah, ben pas arriver à minuit 10. Mais non. Puis la comédie, tu sais pas à quel point le monde va rire. Ouais. Alors là, tu as plus de stock. D'un coup, ça rit pas. Mais si ça rit beaucoup, il faut que tu coupes encore plus d'affaires. Fait que tu as ton régisseur. Oui, tu as le régisseur qui court à côté de toi. Ouais. OK, là, tu mets plus tel costume, tu mets tel costume. Ta première réplique, c'est ça. Dominique, elle va te répondre ça. Qu'est-ce que tu dis? Puis répète avec toi pendant que tu te fais ton changement de costume. OK, tu répètes tes premières répliques. Tu rentres en scène, tu fais ça. C'était... Est-ce que ça va se faire? Est-ce que on va être capable d'y arriver? C'était fantastique. Wow. Il y avait des trucs... Il y a des moments magiques. Le minuit, c'était le soldat Cloutier. À la crise d'Oka, pour les plus jeunes, il y avait eu une occupation du terrain de golf à Oka. Puis l'armée est rentrée. Puis il y a un autochtone qui était masqué, qui s'appelait Lazaire. Ben oui, on l'a su après. Qui avait tenu tête à un soldat Cloutier qui a fait le tour du monde. Puis il l'engueulait, il essayait de le provoquer. Puis le soldat était imperturbable. Alors, l'idée du minuit, c'était que moi, je faisais lasagne je rentrais en 4 roues. Je m'en allais sur la passerelle, je descendais, je m'en venais devant Dominique Michel qui montait sur une boîte de pommes, était face à moi. Puis, à minuit, on le répétait, il n'y avait personne dans la salle. Fait que tu avais le régisseur qui était à côté de moi dans 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Là, je faisais « Bonne année! » C'était ça. OK. Alors, ça ne s'est pas passé comme on pensait pas tout. Premièrement, tu sais, parce que c'est tout le temps, il y a tellement d'affaires. Alors, il y avait une plateforme en arrière du décor sur laquelle on mettait le 4 roues. Mais la plateforme, on ne l'a jamais faite avant le show. Okay. Alors, quand on répétait, on faisait des pauses, puis on amenait le 4 roues sur le décor, mais il n'était pas sur la plateforme cachée en arrière du décor. Donc, le soir du décor, le soir de la première, en direct, il est sur une plateforme, sur des 2x4, puis tout comme ça. Moi, je suis énervé, je suis en chaud, je suis comme ça. Je suis le 4 roues, les portes ouvrent, je donne du gaz, je vais faire. Tu sais, là, j'ai plus d'espace en plus de la cour. Je donne du gaz. La structure part par en arrière. Elle s'en va. Tous les gars qui sont en train de se faire en arrière, les techniciens, techniciennes, ça se bonne année, là, parce que c'est là. Ils voient la plateforme, ils se garochent tout en gang, ils la tiennent. Fait que si tu vois l'image, là, je pars, la plateforme, la première roue, elle passe, elle fait un petit bump. Puis quand la deuxième roue rentre, c'est dans le trou qu'il y a entre la plateforme et le décor. Qui est en train de sacrer le cœur. Ça fait vraiment comme ça. Si les gars ne font pas ça, s'ils ne sont pas là, tu retombes en arrière. Fini. Fin du bye-bye, il n'y a plus rien. Fait que là, je m'en viens, j'arrête, je descends. Mais là, dès qu'ils m'ont vu arriver, ils me regardent tous, surveillent de l'autre bord, ils voient Dominique Michel monter sur le petit banc. Et là, tout le monde voit l'image. Ouais. Et là, quand je suis le con, j'ai un chair de poule, là, tout le public... Ça crie. Mon régisseur, lui, là, il est à 25-30 pieds. Il a beau hurler, j'entends rien. Zéro. Alors là, il crie au réalisateur, il dit « Écoute, faut que j'aille à côté. » Alors là, il nous filme comme ça, Dominique puis moi. Pour l'invisibiliser. Oui, puis lui, il fait du body surfing. Il est debout de ses tables, il s'en vient, puis il arrive, et tout ce qu'il a réussi à faire, il avait le décompte, lui. Ouais. Et à 1, il m'a tapé sur le pied. OK. J'ai fait bonne année. On était à 0.17 centièmes de seconde du minuit parfait. Aïe. Un miracle. Ben oui. Un miracle. Et le bye-bye en direct, c'est ça qui était fantastique. C'était, Michel Barrette s'est cassé une jambe. On s'en est jamais rendu compte. Hein? Il s'est cassé une jambe pendant le show. Il a descendu les escaliers en IA. Quand tu le sais, tu le regardes, tu vois, il se casse la jambe. Il a fini le show. Hein? Et après, il est parti en ambulance à l'hôpital. On s'en est jamais rendu compte. Mais non, mais qui sait ça? C'est-tu juste moi qui le sais pas? Ou... Ben, je sais pas si on en a parlé beaucoup. Mais en tout cas, ça, c'est une des choses. Il est venu ici, Michel, pendant quasiment 2 heures, ma foi du bon Dieu. Il a compté tout sauf ça. Ben, peut-être. Je sais pas. Il faut dire qu'il y en a un catalogue. Oui, il était pas mal, c'est ça, tu sais. Fait que c'est toutes des choses que j'aurais pu mettre dans le show, tu sais, mais c'est l'exemple que j'aurais pu parler. C'est pas ça que j'ai fait, mais
J'aurais pu me servir de soupe en l'enrobant, en le rendant encore plus drôle, c'est sûr. Là. Puis pourquoi t'as pas fait de show entre ça? Parce que tu fais vraiment... Ton horaire est vraiment chargé pour vrai? Non, c'est Ou c'est un nouveau trip? Bon, honnêtement, là, je sais, à un moment donné, j'avais 4 shows différents dans la même semaine, à Radio-Canada. Fait que faut pas écœurer le monde. Ben non. Tu sais, Non, je comprends. Là, je dis, demandez au monde, je me suis gardé Mais ça te trottait-tu pareil? Ah, ouais, c'est sûr, la scène. Il n'y a pas un artiste qui va pas te dire que ce qu'il y a de plus extraordinaire à faire dans ce métier-là, c'est la scène. Il n'y en a pas. Ça se peut pas. C'est le contact avec le public, là. Faire rire une salle, là. Faire pleurer une salle, faire, les gens qui sont suspendus à tes moindres mouvements, là, c'est un trait. Moi, je dis, dans le temps, je disais, je n'ai jamais pris de dope. Hein, parce que moi, ma dope, c'était le public. Là. Les premières années, j'étais sur scène. Là, quand tu étais en improvisation en Europe, on a fait des impros en Europe. C'était fantastique. T'sais. Écoute, 2000 personnes au cirque d'hiver. Tu te retournes, c'est la star française qui est là, qui commence et qui, là, fait... je me souviens, c'était Christian Siniger, une fois. Il se retourne, c'est une improvisation à la manière de Pagnol. OK. Alors, tu comprends? Il commence, et putain, il est tombé dedans. Hein? Alors, il l'a vraiment très bien. T'sais. Puis moi, je peux le faire, mais c'est sûr que je ne le ferai pas aussi bien que lui. Et là, il passe une improvisation de 14 minutes, un joueur de chaque équipe. T'sais. Puis là, il score. Là. Ça fait 2 minutes qu'il est là, puis moi, je l'écoute. Puis là, je décide d'y répondre. Je fais juste dire... Et quand tu parles dans le sud de la France, on dirait qu'il y a même un G à la fin des mots. Oui. Putain. Exact. Bon. Et là, je l'exagère. Il dit quelque chose, je fais « Oh, quel Kong! » La salle. Pour vrai? Lui qui le fait de façon extraordinaire depuis le là. début. Et moi, je fais « Oh, quel Kong! » Là, ça arrive. Et là, je faisais juste mettre des G dans tout ce que je disais. Okay. J'ai ramassé l'impro. Là. Le monde hurlait. Christy. C'était Miu Miu qui donnait les étoiles. Elle m'a donné la première étoile. C'était malade. C'était malade. Ça n'avait pas de bon sens. Des moments que tu vis. J'avais fait une impro comparée avec Éric Métivier. C'était une improvisation avec un accessoire. C'était un ballon. Une ballon de soufflé. Tu sais. Fait que lui, il commence. C'était 3 minutes. Il fait, écoute, il n'y a rien qui ne fait pas avec le ballon. Tu sais. Fait que moi, je commence. Fait que là, je fais une femme enceinte. Je mets le ballon dans mon chandail. Tu sais. Alors, ma mère m'a eu très jeune. Et je ne sais pas pourquoi, je frotte sans m'en rendre compte. Le ballon pète. Donc, tout ce que je m'étais préparé sur le bord de la bande, terminé. J'ai plus rien, là, tu sais. Et c'est sur l'impro, là c'est la survie, tu sais. Et je me rappelle, même l'arbitre français regardait en disant, il se demandait, on lui donne un autre ballon, qu'est-ce qu'on fait? C'était en panique, c'était à la télévision. C'était dans Carte blanche à Claude Sérillon. On était live à la télévision. Okay. Donc, je suis à la télévision française. Ouais. Dans ce temps-là, c'était 7-8 millions de personnes qui écoutaient. Ça pète, j'ai plus de ballon. Faut que j'improvise. Qu'est-ce que je fais? Je sors. Et je suis né, j'étais un tout petit fœtus. Puis là, c'était vraiment de l'impro, parce que le monde voyait bien que j'ai pas pu, tu sais. Non. Puis là, je me suis mis le ballon dans le nez. On m'appelait le morveux. Et j'ai tout fait. Là. Et là, ça sortait. Pareil. Ouais. Dang. Écoute, j'avais les larmes aux yeux, je me suis assis, là, je disais, wow, je suis le king. J'étais assis à Paris, là, c'était au Bataclan. C'était au Bataclan cette fois-là, devant la télévision. J'étais assis là, puis là, j'avais fait un hit. Le monde m'arrêtait dans la rue, pas tout le monde, parce que c'est grand à Paris quand même. Ouais. Mais j'avais fait un hit à Paris. Là. C'était fantastique. C'est qui t'a le plus aidé? Oh, il y a beaucoup de monde. Moi, j'ai été chanceux parce que j'ai des gens qui m'ont fait confiance. C'est sûr que mon gérant, Jean-Claude Espérance, m'a aidé parce que c'était un gérant. C'était pas un agent. C'était un gérant. J'étais son seul client. Alors, c'était plus mon Renan Angelil que mon agent. Ouais. Fait que lui, tu sais, quand je dis les choses qui sont arrivées, c'est beaucoup lui qui les a provoquées. T'sais. Alors, il a mis des gens ensemble pour faire vous êtes rencontrés des comment? émissions. Lui, il produisait le show qu'on faisait l'été avec Michel Forgette, où on a eu l'idée de faire Merci beaucoup. Okay. Puis, à un moment donné, il est venu me voir, il dit, écoute, si vous voulez le show, qu'on fasse ça ensemble, je peux faire ça avec vous autres. On a commencé comme ça. On n'a jamais signé de contrat. De ta vie? Avec lui, jamais. Jamais? Jamais. C'était un shake-hand. C'était... lui, il tenait. Moi, je trouve ça fantastique. J'ai déjà acheté une maison, moi, sans signer. J'ai acheté la maison, je dis au gars, je dis, écoute, on peut signer. Il dit, le gars, c'était un Italien, je te fais confiance. Mais je dis, il n'y a pas de problème. Si tu veux,
Je te fais T'es allé confiance. direct chez le notaire, point barre. 3 mois après, OK. chez le notaire, je suis arrivé, tout, tu sais. Puis toi, je te faisais confiance. Tu sais. Bon, peut-être que j'aurais été dans le trouble. Non, mais quand même. Mais en tout cas. Mais alors, je trouvais ça. Non, et alors, lui vraiment, a été formidable pour moi. C'était mon Renan Jalil, comme je te disais. C'est lui qui m'a dit. J'avais toujours l'heure juste avec lui. Tu sais, quand tu commences dans ce métier-là à avoir du succès, tu as juste du monde qui te dit que tu es extraordinaire. Ouais. Puis là, tu n'avances pas avec ça, là, parce que c'est pas vrai. Des fois, mes meilleurs coups, ça s'est pas bien passé, puis mes moins bons coups, ça a été un triomphe. Puis il faut toujours relativiser. Alors, j'ai toujours eu l'heure juste avec ce gars-là. Des fois, il venait me voir, puis ça marchait. Puis il m'asseoir, il dit non, c'était pas ça. OK. Il dit non, OK. non, c'était pas ça. Mais Ça veut dire que ton rapport à critique, c'est-tu aisé ou... Oh, très aisé, oui. Ouais? Oh, bon, Depuis toujours? Depuis toujours, oui. OK. Oui. T'avais pas l'ego fragile? J'ai de la difficulté avec les gens malhonnêtes, si tu veux. Je me souviens, on avait fait une pièce de théâtre à l'école de théâtre. Et c'était un jeune metteur en scène qui avait monté la pièce. Puis après ça, tu avais un exercice épouvantable. Tu avais l'évaluation qui se faisait dans toute l'école. Fait que tu avais les 3 écoles, les 3 années qui étaient là, technique et interprétation. OK. Puis tu avais tous les profs qui étaient sur scène et ils passaient chacun un après l'autre, disaient ce qu'ils avaient pensé. Là. Et c'était un show classique de Shakespeare. Et là, tout le monde se fait ramasser. Tout le monde se fait ramasser. Donc, commençant par le metteur en scène. Tu es un jeune metteur en scène. Hey, on se fait ramasser. Moi, je me dis, bon, ça avait tellement bien été, le show avec lui, puis je faisais rire, mais c'était pas... Il avait raison, c'était pas vraiment du Shakespeare. C'était un peu, c'était un peu grotesque ce qu'on avait fait. T'sais. Fait que quand tu es arrivé à lui, le dernier qui parlait, je me suis dit, il va dire, oui, bien, effectivement, je pense qu'ils ont raison. On s'est trompé, Patrice. Et il me dit pas ça. Il dit, Patrice, oui, ils ont raison. Il faudrait que tu travailles plus fort. Je me suis senti trahi. OK. J'ai bégayé pendant 3 mois. Hein? Ça m'a tellement mis à l'envers, tellement trahi. Je me suis tellement senti trahi. T'as bégayé pendant 3 mois? J'ai bégayé pendant 3 mois suite à ça. Tu te voyais bégayer. Je bégayais carrément. Je n'étais pas capable. Wow. C'était pas. Un gros bégaiement. Une perte de confiance totale. C'est parti après. Donc, la critique de gens, tu sais, comme là, quelqu'un qui n'aime pas ça, qu'est-ce que je te dis? Il n'aime pas ça. Ça se peut. C'est pas... surtout en comédie. Moi, ça me fait rire en comédie, c'est pas compliqué. Moi, les acteurs, pas les acteurs, les humoristes qui disent les gens n'ont pas compris. Non. Le monde n'y a pas ri, c'est parce que c'était pas drôle. Ça, là, moi, cette théorie-là, les gens ne comprennent pas, non. Puis les comédiens, c'est pareil. Tu montres une comédie, ça rit pas. Ben, ça rit pas. C'est peut-être parce que c'est pas drôle. Ouais. Fait qu'il faut relativiser ça. La score, les gars. Oh, 10 minutes? Excellent. Parfait, Ouais. parfait. Ouais. Ben, écoute donc. Parle trop, excuse-moi. Ouais. Non. Oui, c'est l'invité qui parle trop. C'est ça, c'est quand même fort. Dis donc, là, parlons de ta tournée, là, le projet récent là. Oui. Ça veut dire que tu t'en vas faire ta première quand, par exemple? La première, c'est le 11 novembre à Québec, mardi prochain. OK. Et le 18 novembre à Montréal. OK. Tu joues dans quelle salle? Je joue à Théâtre Maisonneuve puis à Albert Rousseau à Québec. Ouais. Puis pourquoi ce choix de salle-là? Tableau-Région. OK. Tu n'avais pas de... Ben non. Mais parce que l'Olympia, le Jésus... Tout le marché, je ne sais pas ce que c'est, là, tu sais, comment ça fonctionne. Non, mais toi, tu connais ces salles-là? Je connais, mais tu sais... Tu n'as pas des fois un degré de confort dans à Maisonneuve, j'ai jamais joué là. OK. Moi, c'est sûr que, personnellement, ça me bouleverse, parce que moi, j'ai eu l'idée de faire ce show-là, ce métier-là, à cause d'Yvon Deschamps, que j'ai vu 1000 fois au Théâtre Maisonneuve. Puis pour que les gens comprennent, les plus jeunes, lui s'installait là 3, 4, 5, 6 mois, là. À un moment donné... Écoute, tu faisais des gens 3 shows le dimanche, ça se peut-tu une affaire de même? Je sais pas. Le plancher du Théâtre Maisonneuve, là, lui, il était debout derrière son micro. Il bougeait pas, là. Le plancher était curvé. Tellement il a fait de shows, là. Alors, ils ont... Comme il y a des shows de danse au Théâtre Maisonneuve, ils ont découpé à un moment donné, parce que c'était rendu dangereux, ils ont découpé l'espèce de groove qu'il avait fait. Ouais. Puis ils l'ont remplacé. Et ils ont donné. Ah, pour vrai? Oui, ils ont donné à Yvon une plaque, c'est son stage qu'il avait usé quand même. C'est vraiment... Alors, c'était... c'est incroyable. Yvon, c'est le plus grand, c'est le plus... Les gens disent, oui, c'est une époque où il y avait moins d'humoristes, c'est vrai, mais il était quand même... C'est quoi ton souvenir de ça? C'est quoi ton souvenir d'Yvon Deschamps? Je me souviens de à quel point Deschamps osait. Il disait des trucs, puis tout le monde disait, ah, il a dit ça, puis je me souviens... À un moment donné, il avait animé la disque au Capitole à Québec, live. Puis il avait présenté une ministre, c'était 2 ou 3 semaines avant les élections, il s'était trompé de nom. Puis là, les gens, excusez, c'est pas madame. Oui, c'est pas grave, elle sera plus dans 2 semaines.
Puis c'était vrai. Oh, ça avait crié. Il était... Yvon, il mettait le doigt sur tout. Même j'ai acheté le livre des monologues d'Yvon, ça se lit. La lecture drôle, c'est rare. C'est drôle, tu lis ça, puis c'est drôle. Sérieux? C'est drôle. Il était l'essence même de tout ce qu'on est au Québec. C'est Yvon. Fait que moi, j'ai eu, pas la conviction, mais j'ai eu l'envie de faire ce métier-là, assis au Théâtre Maisonneuve, à le regarder je ne sais pas combien de fois, pensant jamais que ça arriverait un jour. Ouais. Puis là, la première de mon show va être là. Ouais. Va être au même endroit. C'est incroyable. Moi, je n'userai pas le plancher comme lui l'a usé. Mais je vais être au même endroit. Alors, pour moi, juste ça, pour moi, ça va être très, 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 très émouvant. Devant toute ma gang, en plus, il y a beaucoup d'acteurs qui vont être là. C'est le 18 novembre? 18 novembre, ah, oui. Ben, je serai là. J'espère que tu vas ça. m'appeler Eric, c'est sûr, je vais être puis donc, ça va être très, très, très spécial pour moi, tu sais. Puis je comprends pas, moi, parce que, bon, oui, j'ai 65 ans, mais dans ma tête, j'en ai 30, là. Mais ça veut rien dire. Ouais. Mais tout le monde, des chums acteurs qui viennent me voir, pourquoi je fais ça? Mais pourquoi je fais ça? Je suis pas mort. Je suis pas... tu sais, pourquoi je le ferais pas? Pourquoi pas? Mais pourquoi cette question-là, tu penses? Bien, dans la tête du monde, à 60 ans, t'arrêtes, là, tu te reposes, tu fais rien d'autre. Là, je sais pas. Moi, je comprends pas ça. Là, moi non plus. Mais c'est ça. C'est comme ça. C'est dommage, là. La société pense souvent. Oui, mais ça. attends un peu. Si t'es policier et t'as passé... T'as couru après des bandits pendant 25 ans, mais... venant de comédien... Puis si t'as pas fait une carrière qui était une passion, go, prends non, mais tu me dis que c'est des comédiens qui te poussent. Ah, des comédiens, oui, qui disent, ben là, tu pourrais arrêter. Non, je veux pas arrêter. Moi, je veux pas... C'est sûr que... Tu sais, si tu t'exposes à dire « Ah, pourquoi il a fait ça? » On l'a vu, les acteurs qui ont fait des shows du beau. Puis là, non, on comprend le défi, mais... Ah oui, moi, non, je pense pas à ça. Moi. Non, je comprends. C'est pas un truc qui me bouleverse du tout. T'as-tu d'autres événements même que tu as vécu en te disant « C'est incroyable, j'ai vécu ça? » Oui. Ben oui, c'est sûr. Je me suis retrouvé, moi, à un moment donné, à Los Angeles, avec le plus grand producteur de Los Angeles, le plus grand agent de Los Angeles, où j'avais été référé là, puis qui me dit « Tu veux-tu faire carrière aux États-Unis? » Ben, qu'est-ce que tu réponds à ça, tu sais? Ben, il dit, parce que là, il avait vu tout ce que j'avais fait. C'était après Blanche, c'était après tout ça, il avait vu tout. Il dit, écoute, comment ça fonctionne les États-Unis? Les auditions, tu sais, les auditions, il y a 150, 200 personnes. Non, Patrice. Il dit, c'est pas de même, ça marche. Si tu as fait quelque chose ailleurs, les États-Unis, comment ça fonctionne? Le monde doit faire de l'argent. Fait que si moi, je dis que j'ai un jeune acteur représenté, tu vas voir tout le monde à Hollywood. Tu vas tous les rencontrer. Je te dis pas que ça va durer 2 heures, 3 heures. Ça va peut-être durer 15 secondes. Ils vont te voir. Oh, merci. Mais il n'y a pas personne qui veut passer à côté d'une nouvelle affaire. Si tu as déjà fait quelque chose. Tu vas passer les auditions. Tout. Je te dis pas que ça va marcher. Nécessairement, on ne le sait pas. La vie. Mais tu es au-dessus de la pile. Mais tu vas aller rencontrer. Tu vas passer partout. OK. Il dit, si tu veux faire ça, tu t'en viens ici 6 mois intensif là, pour gommer ton accent, que tu n'as vraiment plus rien pantoute. Puis après ça, on part. T'sais. Puis là, moi, ça marchait bien, ça. Ouais. Puis je me rappelle, écoute, j'étais dans son bureau. Voyons donc, je suis le coup. Ouais, hey, yes, sir! On s'en va travailler aux États-Unis. Ouais. J'étais revenu, je dis, ah non, pourquoi j'irais recommencer à zéro? Pourquoi je... Puis c'est le même principe que moi, je jouais du piano. Je n'étais pas payé pantoute quand j'étais jeune. Puis le monde me dit, t'as jamais pensé faire un pianiste? Non. Ah, c'est dommage. Non, c'est pas dommage. Si j'avais eu la drive pour être un pianiste et le talent, je l'aurais fait. Ouais. Alors, si j'ai pas passé à côté de... Tu sais, j'ai pas passé proche d'aller jouer à Hollywood. Non. Parce que j'avais pas cette drive-là. Si j'avais eu cette drive-là, si je l'avais eu, cette énergie-là, puis le talent, je l'aurais fait. Ouais. Mais je ne l'ai pas fait. Pourquoi? Parce que c'était pour moi. C'était pour moi. Ouais. Wow. Écoute, as-tu autre chose que tu veux rajouter qu'on n'a pas parlé? Parce que je trouve qu'on a couvert beaucoup de choses. Ben oui. Non, quelque chose que je veux que... Non. Un souhait pour la prochaine année, je sais pas. Ben, le souhait, c'est que... ma grande crainte dans ce show-là, c'était que le monde ne vienne pas, puis que s'ils viennent, que le monde ne s'intéresse pas. OK. Fait que là, je sais que ça... Ça, t'as exorcisé ça. Ça, c'est exorcisé, ça, c'est fait, tu sais. Ouais. Fait que... dans le fond, là, j'avais eu cette discussion-là avec Dominique Michel un jour, là, puis... tu sais, on parle de respect du public, on doit donner un bon show. Oui, tout ça, c'est vrai. Mais la vraie affaire, c'est qu'on a la chienne d'être mauvais.
on a la chienne que le monde nous trouve mauvais. Fait qu'on va tout faire pour que le monde passe une bonne soirée parce qu'on veut être bon, on veut que le monde nous aime, on veut que... Fait que c'est cette espèce de chienne-là d'être mauvais qui fait que on a une éthique de travail qu'on donne tout ce qu'on a pour faire ça, tu sais. Puis après ça, ben là, la balle est dans le camp du public. Le monde décidera. Si les gens ont le goût de venir le voir puis aiment ça, ben tant mieux. Sinon, ben on va faire d'autres choses. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu peux pas te battre contre ça. Non, c'est très bien dit. Hey, merci 1000 fois. Ben, ça fait plaisir. Franchement, c'était extrêmement intéressant. Ben, merci. Ouais, très content de t'avoir vu. Aussi. Salut, Patrice.